Bonsoir à toutes et tous, salut Fengal, salut Wendigo, salut Néocortex, salut Jules, salut Capitaine Manette, salut Jiba, salut Sherek, salut Tem, salut à tous les autres que je n'ai pas encore vus dans le chat, salut aux nouveaux, salut aussi aux fidèles. Nous sommes déjà le jeudi 18 janvier, il est 11h à Mexico, midi à Caracas, il est déjà demain à Brisbane, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. On part ensemble pour 2 heures de stream avec vous dans le chat bien sûr, avec Mathis à la programmation que vous ne voyez pas, avec Cyril à la réalisation qui est à ma droite, Mathis et Cyril qui vous font coucou tous les deux bien amicalement. Derrière le clavier, dans le chat, il y a aussi Jérémy qui est chargé de modérer ce que vous écrivez et de répondre aussi à vos questions. Il y aura aussi plein d'invités, en tout cas déjà 3 qui viennent d'arriver, je vais vous les présenter dans un petit instant. Salut Néocortex qui vient de nous rejoindre. Pour l'heure, on va parler de la natalité qui baisse à des niveaux jamais vus depuis 1946, c'était après la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi du président de la République qui a déclaré la guerre à l'infertilité dans sa conférence de presse à l'Élysée, c'était mardi soir, et dans un même temps, de celles et ceux qui revendiquent leur droit à ne pas vouloir d'enfants qui s'en portent très bien, quand d'autres trouvent dans la parentalité un immense bonheur qu'ils souhaitent à toutes et tous. Ce sera dans une première partie de stream. À 19h, on ira faire un tour aux États-Unis où Donald Trump repart en campagne en vue de l'élection présidentielle. L'ancien président des États-Unis qui s'est imposé dans l'Iowa comme favori de la primaire républicaine. Et puis, ce sera à peu près vers 19h45, on ira en Guyane française pour parler de l'orpaillage illégal qui dévaste la forêt amazonienne. Pour l'heure et pour l'instant, allons faire un tour du côté des chiffres, ceux de la démographie. La natalité est en nette baisse en France. Il y a eu l'an dernier moins de 700 000 naissances dans le pays. C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une chute de 6,6% en un an, selon les chiffres de l'INSEE, publiés au début de la semaine, mais on va y revenir. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pourquoi il y a aussi peu d'enfants? Est-ce que les modèles ont changé? On va parler de tout ça avec vous dans le chat, bien entendu. Posez vos questions, on va les relayer. On va essayer de répondre à tout le monde. Donc avec vous, mais aussi et surtout avec Edith Vallée. Bonsoir Edith. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes un peu la pionnière des études sur la non-maternité. Vous êtes par ailleurs autrice en psychologie et histoire de l'art, vous êtes chercheuse en matrimoine et à 76 ans, vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant et vous ne le regrettez certainement pas. Pas du tout. À vos côtés, Sylvie Leminez, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes responsable d'études démographiques et sociales de l'INSEE. Vous avez coordonné le dernier bilan démographique de l'INSEE, publié donc ce mardi. Donc votre présence est fort à propos. Et à vos côtés, Jean Birnbaum, journaliste au Monde, responsable du prestigieux Monde des Livres et par ailleurs auteur de Seuls les enfants changent le monde. C'est paru au Seuil et c'était en 2023, c'était l'année dernière. Non, là, enfin, oui, l'année dernière, il y a quelques mois. C'est il y a quelques mois. C'est en octobre. Oui, je sais pas, vous savez mieux que moi. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas, Jean. Bonsoir et bienvenue à tous les trois. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'exception démographique française est morte et enterrée? C'est plus une question pour la démographe. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'exception française. Toujours est-il que la fécondité a toujours été importante en France et que depuis 2012, en fait, elle est la plus élevée en Europe, même si elle baisse, parce qu'elle baisse alors depuis 2010 et surtout depuis 2014. Elle baisse plus tardivement et plus lentement que dans d'autres pays où on a observé une baisse assez nette après la crise de 2008. Alors, qu'est-ce qui explique ce recul? En fait, on ne sait pas bien, je crois. Hein. Il y a plusieurs facteurs, il y a pas mal d'inconnus. Je sais, ma question est vraiment pas sympa. Mais... Non, elle n'est pas sympa. On nous et la Jean pose. Edith, vous avez le droit de répondre aussi. Hein. Vous n'êtes pas cantonné dans vos rôles. Ouais, vous pouvez peut-être avoir mes des questions pas sympas. Mes questions sont attribuées au tout début, mais après, elles ne sont plus attribuées. C'est pas que la question n'est pas sympa, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment y répondre et que tout le monde aurait envie, enfin, tout le monde peut-être pas d'ailleurs, mais certains auraient envie d'avoir des explications. Ce que je peux dire du point de vue des faits, c'est que effectivement, la fécondité baisse de manière vraiment importante cette année, entre 2022 et 2023. On ne s'y attendait pas forcément, il y avait un mouvement de baisse, mais pour vous dire, à chaque fois, on se dit peut-être que ça va s'arrêter, ça va repartir. C'est très difficile à savoir. Le deuxième fait qui est assez notable, c'est qu'on observe en 2022 et 2023, pour la première fois, une baisse de la fécondité pour les femmes âgées de 35 ans et plus. C'est ça qui est inédit un petit peu? Oui, c'est inédit parce que la fécondité des femmes âgées de moins de 30 ans, elle baisse depuis le milieu des années 1970. Selon les périodes, il peut y avoir des petits rebonds, mais il y a une tendance très très nette. Pour les femmes âgées de 30 à 34 ans, la fécondité, au contraire, mais c'est parce qu'il y a le recul des maternités, a augmenté depuis le milieu des années 70.
En même temps, dans les années 2010, on a déjà vu une certaine baisse pour les femmes âgées de 30 à 34 ans, et là qui s'accentue très nettement entre 2022 et 2023. Et ce qui est nouveau, c'est que pour les femmes de 35 à 39 ans, après une hausse, on était sur un plateau dans les années 2010, et là on a une baisse. Et puis pour les femmes âgées de 40 ans et plus, on avait une fécondité qui augmentait depuis le début des années 80, progressivement, hein, pour les 40, 41 ans, puis après un peu plus, des âges de plus en plus élevés. Et on voit une baisse aussi pour la première fois entre 2022 et 2023. Et pour les facteurs explicatifs, très honnêtement, on ne sait pas bien. Il y a sans doute une multitude de facteurs qui peuvent être conjugués pour certaines femmes et pour certains couples, hein, parce qu'on parle toujours des femmes quand on parle de fécondité, mais les enfants, il y a souvent 2 personnes. C'est souvent le cas. Et pour certaines personnes, il peut y avoir un seul facteur. Alors, un premier facteur possible, c'est toujours ce décalage des calendriers de naissance qui pourrait faire que cet indicateur de fécondité, quand on parle qui est un indicateur conjoncturel, pourrait continuer à baisser. En même temps, ça peut expliquer pour le début de la baisse, peut-être moins maintenant. Peut être des facteurs conjoncturels dans le sens où il y a un contexte global qui peut être vécu comme difficile. Anxiogène. Oui, anxiogène pour plein de raisons, des guerres, ou un contexte de forte inflation, des difficultés à se projeter dans l'avenir. Il peut y avoir plein de facteurs de cet ordre-là. Et puis il peut y avoir peut-être des facteurs plus structurels. Après tout, si cette baisse de la fécondité, c'est parce que des personnes ne veulent plus avoir d'enfants. C'est peut-être aussi une possibilité. Et parmi ces facteurs structurels, ces derniers jours, on a beaucoup parlé, mais c'est vrai, de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui repose On va y revenir. Quand même encore aujourd'hui beaucoup sur les épaules des femmes. Et peut-être que pour les générations plus jeunes, ça passe moins bien, je ne sais pas. Alors, j'ai déjà plein de questions dans le chat. Alors, je vais vous les lister. Alors, on n'y répondra peut-être pas dans cet ordre-là. Elles sont très nombreuses. Vous êtes très nombreux ce soir à poser des questions et je m'en félicite. Yassoul qui dit, pour moi, c'est une question de rapport de genre. Sherek qui nous dit une bêtise, pardon. Capitaine Manette qui nous dit, il faut faire des trucs dégueux pour avoir des bébés Berk. Bon. Sherek qui nous dit, plus sérieusement, on fait moins d'enfants car ça n'a plus aucun sens. Jojo qui nous dit, je n'ai pas les moyens économiques et sentimentaux pour avoir des enfants. Il dit les moyens sentimentaux, je n'ai pas de compagne. Flouki qui nous dit, pourquoi utiliser le terme réarmé? Il utilise les mots d'Emmanuel Macron pour parler de naissance. À qui s'adresse Macron avec ce lexique militaire? Le clériste nous dit, lui, je mets la baisse de la natalité sur le coût économique d'un enfant et en faire un pour lui faire vivre l'enfer du réchauffement climatique. Par quoi on commence? Et j'ai Arnaud qui dit, j'ai une question pour Madame la démographe. A-t-on des valeurs chiffrées sur l'efficacité des politiques natalistes en France et ou ailleurs? Par quoi on commence? Edith. Oui, moi je pourrais dire que je ne savais pas que la fécondité, la baisse de fécondité touchait particulièrement les femmes plus âgées. J'ai envie de dire, dans le fond, ça ne m'étonne pas parce que c'est quand on a déjà un certain nombre d'années d'expérience, qu'on se rend compte qu'en effet, on peut s'épanouir d'une autre façon. Et je remarque dans tous les messages que vous avez lus, il y a beaucoup de messages fondés sur le refus. Moi, je ne peux pas, moi, je n'ai pas les moyens, etc. Alors, il ne faut pas du tout s'arrêter là, parce que je n'aime pas que l'on fonde son choix de non-maternité sur un refus. En fait, ce qui est important, c'est de suivre son inclination personnelle. Et il y a des femmes qui se sentent parfaitement attirées pour leur épanouissement vers bien autre chose que la maternité. C'est tout. C'est pas un rejet, c'est une attirance, une orientation ailleurs. Et une belle orientation qui peut être vécue, qui est vécue joyeusement.
Vous aviez confié au Huffington Post, parce que j'ai un peu préparé mon émission, bien sûr, je suis allé voir ce que vous aviez dit chez nos confrères, et vous disiez, pendant la révolution de mai 68, j'ai appris que plutôt que de répondre à des injonctions, il était nécessaire et vital de suivre ses propres inclinations. C'est ce que vous venez de dire. Les miennes m'ont amené à faire le choix de ne pas avoir d'enfants. Ma rencontre avec les idées de mai 68 a renversé cette conception du monde, et pendant cette révolution, j'ai appris que plutôt que de répondre à des injonctions, il était nécessaire et vital de suivre ses propres inclinations. Les miennes m'ont amené à faire le choix de ne pas avoir d'enfants. C'était en 68. Ce choix n'a pas toujours été compris autour de vous. Vous ne regrettez rien, vous l'avez dit au début du stream. Il y a des choses qui ont changé. Moi, j'ai changé. Vous êtes obligé de me dire oui. Oh, mais tout a changé. Les child-free ont changé, les mentalités ont changé. Et pour moi, c'est très important aussi, le point de vue de la psychanalyse a changé, parce que la psychanalyse a vraiment enfoncé le clou de l'identification de la féminité à la maternité. Alors, les child-free ont changé. Quand j'ai commencé mes recherches, c'était dans les années 70, et les femmes étaient vraiment presque honteuses de venir sur le plateau. Et, enfin, on aurait dit qu'elles étaient honteuses parce qu'elles ne voulaient absolument pas être vues. Elles paraissaient anonymes. Elles voulaient manifester leur liberté. Elles voulaient que soit reconnu le choix de ne pas faire d'enfants, mais elles ne voulaient pas être malmenées. Or, si on les reconnaissait, elles ont été assez malmenées au tout début des rencontres sur les plateaux télé. Je peux dire que c'était surtout des hommes. Et maintenant, des journalistes femmes sont arrivées en masse et la façon de parler de ce choix a beaucoup changé. Et maintenant, donc, ces premières child-free qui s'exprimaient de manière cachée sont tout à fait fières et heureuses d'affirmer leur choix. Et même, maintenant, elles refusent tout à fait de se justifier. Bon, voilà. Et les mentalités ont changé. Pourquoi ? D'abord parce que il y a des mouvements féministes. Et quand j'ai participé le 26 février 71 à la manifestation « Un enfant, si je veux, quand je veux », ça a vraiment bouleversé les mentalités. Ensuite, il y a eu une arrivée en masse de journalistes féministes qui ont beaucoup fait, ou de journalistes femmes tout simplement, qui ont beaucoup fait avancer les mentalités, qui étaient à l'écoute. Et voilà. Puis ensuite, il y a eu deux phénomènes vraiment importants aussi. Il y a eu les manifestations pour le mariage pour tous. À ce moment-là, eh bien, la société s'est rendue compte qu'il y avait encore plus scandaleux que de ne pas vouloir d'enfants quand on était une femme. Et des hommes, des couples d'hommes voulaient être pères. Alors, bon, là, du coup, on a laissé un peu plus tranquille les child-free. Et puis, MeToo, enfin, a indirectement renforcé l'écoute des femmes dans tous les domaines. Et à partir de là, quand une child-free s'exprime, on l'écoute vraiment. Donc ça, c'est un changement de mentalité très fort. D'ailleurs, que je mesure au changement des mères. Les plus hostiles dans les années 70 à ce choix, c'était les mères qui étaient descendues, qui se sentaient descendues de leur piédestal. Et puis maintenant, il y a c'est vraiment un bonheur d'entendre des mères qui disent « Oui, je sais que moi aussi, j'aurais pu être heureuse si je n'avais pas d'enfant. Je suis très heureuse d'être mère, mais je sais que j'aurais pu être heureuse aussi. » Et ça, je trouve ça merveilleux. Et enfin, dernier changement, celui de la psychanalyse. Alors, j'ai une anecdote. Quand je suis entrée dans un hôpital psychiatrique, le médecin-chef, qui était psychanalyste, me reçoit et à la fin de l'entretien, il conclut « Bon, vous n'êtes pas psychotique, d'accord, mais je ne comprends pas. » Et il m'a embauchée. Bon. Il n'a pas regretté et je lui suis reconnaissante d'avoir dit justement « je ne comprends pas ». Ensuite, il y a eu Françoise Dolto qui a affirmé que les seules femmes qui ne voulaient pas d'enfants et qui étaient normales, c'était les filles aînées qui avaient eu une fratrie très importante à élever. Pour des raisons X et Y. Qui avait déjà rempli leur rôle de mère, c'est ça ? Oui, et c'était assez pour elle parce que c'était trop tôt.
mais toutes les autres étaient donc anormales. Enfin, est venue dans le discours psychanalytique l'idée que eh bien, ces femmes qui ne voulaient pas d'enfants étaient tout à fait normales. Ça a été Monique Bildowski qui l'a dit, et puis Charlotte Le Guil le dit aussi. Et il y a une phrase de Freud qui est formidable, dans De la féminité, qui explique que la libido, qui est une énergie sexuelle, à son origine, on ne peut lui attribuer aucun genre, ni masculin, ni féminin. Ça veut donc dire que la libido peut se couler dans des tas de manifestations, dans des tas de réalisations. Merci Edith. Jean, vous avez un discours qui est un peu différent, mais qui n'est pas antithétique. Simplement, vous placez la question sur un autre registre, puisque selon vous, enfin il me semble, hein, vous allez me dire, la parentalité bouscule le rapport au monde, et vous dites que l'enfant maintient ouvert la pluralité des mondes. Oui, mais si j'ai un peu résumé, j'ai très sensible je raccourcis un peu votre d'Edith, mais moi, je savais, j'ai été élevé par une mère de stricte obédience féministe. Donc toute cette culture dont vous parlez, de 68, du MLF, etc., mais hyper familière. Ma mère m'a fait ce cadeau de me faire respirer mes premiers gaz lacrymogènes quand j'étais encore dans son ventre. Donc ça m'a beaucoup épanoui. Enfin, ça se voit pas comme ça à l'œil nu, mais donc moi, je pense qu'il y a deux questions très différentes. C'est-à-dire qu'évidemment, heureusement qu'aujourd'hui, une femme, et d'ailleurs aussi un homme, mais surtout une femme, parce que pendant longtemps, ça a été effectivement très culpabilisant, une grande injonction, etc., on peut dire je ne veux pas d'enfants, etc. Et vous avez eu raison de souligner toutes les évolutions, toutes les étapes qui font qu'aujourd'hui on peut s'affirmer, affirmer qu'on n'a pas envie d'être mère, et qu'il y a 1000 raisons de ne pas avoir envie d'enfants, des bonnes raisons, etc. Et c'est un choix personnel. Après, c'est vrai que la question que posait... après, la question, c'est la question du sens. C'est la question que Chérec... parce qu'il y a la question du sens individuel. Je crois que c'est Chérec, hein, il s'appelle, qui a dit ça n'a plus aucun sens. Oui, il y a la question des moyens. Il y a eu tous ces trucs-là qui ont été abordés, donc les multiples facteurs, etc. On ne sait pas trop tout ça. Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire parce qu'on n'a pas assez d'argent. J'ai vu passer ça ce matin, je lisais un papier dans l'IB. Il faut citer toujours les confrères et les concurrents, et qui disait que pendant la conférence de presse de Macron, il y a un post qui a été énormément qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Quand il a parlé justement de ces questions de fertilité, de natalité, il a dit, ce post disait, on n'a pas d'argent, on n'est pas propriétaire, on n'a pas de mode de garde, on rentre du taf à 19h, est-ce que vous comprenez? En gras souligné. Voilà, en gras souligné. Sauf que voilà, ça fait partie des facteurs. Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui pose la question des moyens matériels et sentimentaux. Bon, très bien. Mais après, il y a la question du sens. Effectivement, moi, c'est un peu cette question-là que je pose. Parce que moi, j'ai été élevé aussi dans une culture, et pendant longtemps, moi-même, j'ai pas voulu d'enfant. Je théorisais que dans ce monde atroce, il valait mieux crever que de mettre un enfant. Qui nous dit là à l'instant, c'est un peu égoïste à notre époque d'en faire des enfants. Voilà, alors c'est tout un discours là-dessus, mais de fait, pour moi, la question du sens, pas pour chacun et chacune, là, non seulement pour chacun et chacune, mais pour l'humanité tout entière. En fait, quel sens ça a? Effectivement, dans un monde, pour moi, la question de l'enfance, elle résonne totalement avec la question de l'espérance. L'enfance et l'espérance, pour moi, résonnent complètement, l'espérance politique notamment, et y compris chez des gens qui n'ont pas eu d'enfants, ou qui n'ont pas pu en avoir, ou qui n'ont pas voulu avoir d'enfants. Moi, dans mon livre, j'essaie de citer Hannah Arendt, qui n'a pas eu d'enfants, Rosa Luxembourg, qui était une grande révolutionnaire, et pour qui, évidemment, en fait, on ne pouvait pas penser le monde à venir ou vouloir changer le monde sans poser la question quelque part des enfants à venir, c'est-à-dire de l'avenir, parce que l'avenir, s'il est humain, c'est quand même des êtres humains qui vont venir au monde. Et donc en fait, moi je pense que effectivement une des raisons possibles de cette crise, c'est effectivement des gens qui disent quel sens ça a, parce que dans un monde où il n'y a pas d'espérance politique radicale, par exemple, qu'est-ce que ça a comme sens de faire un enfant? Effectivement, il y a quelques années, vous savez, dans le cadre en marge du mouvement Nuit debout, qui était un mouvement politique qui a eu son importance et qui était intéressant, qui avait plein de défauts, de failles, mais qui essayait de créer des nouveaux moyens d'intervenir, plus démocratiques, plus solidaires, avec des petites failles dans la suivance, etc. Quelqu'un, on ne sait pas qui, un anonyme ou une anonyme, sur un mur de l'université à Nanterre, avait écrit cette phrase que pour moi incroyable, il avait écrit ou elle avait écrit, on ne sait pas, il y a une autre fin du monde possible. Il y a une autre fin du monde possible. C'est-à-dire que pendant des générations et générations, et notamment en 68, le slogan c'était « il y a un autre monde possible ». Voilà, on se mobilise, on est jeune, on est en colère contre le monde tel qu'il est, il y a un autre monde possible. Et là, vous avez toute une jeunesse qui, pour des raisons d'impasse politique, d'impasse écologique, d'impasse tout ce que vous voulez,
voulez, dit laissez-nous au moins choisir notre fin du monde. Donc effectivement, quand on en est à avoir comme seul choix la fin du monde, une fin du monde ou une autre, effectivement, la question de l'enfant se pose différemment. Et moi, je pense que il faut se demander si la crise de la natalité, la crise de l'enfance n'est pas d'abord une crise de l'espérance. Je cite dans mon livre beaucoup une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui est une grande philosophe, qui elle-même n'a pas eu d'enfant. Et c'est magnifique parce que elle-même soulignait que les hommes, parce que la philosophie occidentale, elle a été dominée par des hommes qui parfois ont eu des enfants mais qui s'en sont très peu occupés. Cette philosophie occidentale a beaucoup malmené les enfants, ne parlait jamais des enfants, ne parlait jamais des bébés, parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est la question du bébé, de ce qu'il nous fait dans nos vies quand il émerge, tout ce qui vient bousculer toutes les idées préconçues qu'on avait avant d'en avoir un, et puis tout d'un coup tout explose, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on croit, et on croit se reproduire, en fait on crée complètement un autre, etc. Et donc elle montre comment cette philosophie occidentale dominée par des hommes ne parle jamais des bébés, que de la vie, de la naissance, que tous les philosophes sont obsédés par la mort, parlent beaucoup de la mort, mais le bébé, la naissance, les intéresse pas du tout. Et elle est la première, peut-être parce qu'elle est une femme, même s'il n'a pas eu d'enfant, eh bien, elle est la première à mettre l'enfant au cœur de sa philosophie et à dire même que la natalité doit être la catégorie centrale de toute pensée politique, et notamment toute pensée politique émancipatrice, révolutionnaire, etc. Elle dit en fait, on ne peut pas penser à un nouveau monde sans se confronter au moins. Ça ne veut pas dire faire des enfants, mais on ne peut pas penser à un nouveau monde, quel que soit le nouveau monde que vous voulez, que vous désirez, on ne peut pas penser à un nouveau monde sans au moins se confronter à la question du nouveau-né. Et je pense que ça reste hyper actuel, central et important, même si ça ne répond pas du tout à toutes les questions qui ont été posées Sylvie, je vous vois acquiescer. sur Twitch. Non, je trouve ça très intéressant. Et je me disais, les chiffres qu'en tant qu'institut de statistique, on peut apporter. Tu parlais de la confiance en l'avenir. La confiance, ça se mesure. Oui, c'est vrai qu'on mesure la confiance dans l'avenir, ou le moral, ou le moral des ménages, etc., ou même le bien-être. Oui, on peut avoir des mesures de ce type-là. Non, parce que je pensais à une des questions je ne sais pas comment on les appelle. On dit un viewer, c'est ceux qui nous regardent. Voilà. Et donc, je pensais à une question. Alors, du coup, je me disais comment je vais pouvoir répondre à une question sur l'impact de la politique familiale quand je vous entends sur la question du sens, ou pourquoi avoir ou pas un enfant. Mais on va parler de tout ça aussi. Voilà, on va mélanger les angles. Je me disais comment je peux répondre à ça. Et en tout cas, pour répondre, sans répondre d'ailleurs, j'en suis désolée, mais les décisions d'avoir un enfant sont tellement complexes, font intervenir tellement de choses qu'en général, on peine à identifier des effets de telle ou telle mesure. Et si on peut... Et par exemple, par rapport à la baisse des allocations familiales, je pense que les gens font référence à la modulation des allocations familiales en 2015. Ce qu'on a observé à cette époque, c'est quand même que la baisse de la fécondité concerne tous les niveaux de vie, y compris des niveaux de vie qui n'ont pas été impactés par cette réforme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pas pour des gens plus aisés. Pour d'autres tranches. Mais c'est surtout, si on voit quelque chose, c'est plutôt du côté des politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle qui permettent aux couples et aux femmes notamment de conjuguer maternité et activité. Est-ce que je peux me la jouer viewer et poser une question? Alors Jean puis Edith. Ah non mais allez-y, Edith. Oui, non, je voudrais reprendre la question du sens. Et en effet, s'il y a bien un sens évident qui vient aux yeux du monde, c'est l'enfant. C'est la preuve même d'une espérance dans ce monde. Alors, ne pas vouloir d'enfant pourrait être interprété comme un refus, une non-foi, une négation de cette espérance. Et donc, du sens de la terre et du sens de la vie. Et moi, je dis le contraire. Je dis que les child-free, en fait... Ceux qui revendiquent le fait de ne pas vouloir d'enfants. Celles qui, effectivement, celles qui n'ont pas d'enfants et qui en ont fait le choix, elles sont extraordinairement porteuses de sens, mais pratiquement dans leur chair, dans leur vie, à chaque instant. Parce que, en fait, il est facile de donner du sens à sa vie quand on est parent. Et la preuve, c'est que de très nombreuses mères, une fois l'enfant parti du nid, n'a qu'une idée, c'est de devenir grand-mère. Et là, c'est comme si, en fait, le sens était donné à tout jamais. Il est reproduit. Voilà, on a donné du sens à sa vie, on a fait des enfants. Or, moi, ce que je remarque, c'est que les child-free
sont toujours un petit peu fébriles. Il y a toujours quelque chose en elles qui les remue, qui les pousse en avant, qui les oblige à se questionner, à questionner les autres, à questionner le monde et à toujours renouveler le sens de la vie. Elles sont continuellement en devenir et c'est vraiment caractéristique de ces femmes qui sont toujours très dynamiques, âgées. Et parce qu'elles elles sont en train de continuer à chercher du sens au-delà de la procréation. Alors, c'est très, très enthousiasmant. Mais il y a aussi, je voudrais aussi dire à propos du sens que je ne crois pas que la raison écologique soit une raison suffisante pour ne pas faire d'enfants. Ça, je l'ai toujours comprise comme effectivement peut-être même une justification aux yeux du monde, mais ce n'est pas profond. Je pense que si une femme a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, mais c'est qu'elle n'en a pas envie, tout simplement, qu'elle n'en a pas l'inclination et que sa liberté passe par d'autres chemins. Alors là, vous savez, moi, c'est bien qu'il y ait un peu de discussion. Moi, je parle dans mon livre aussi des femmes qui n'ont pas eu d'enfants ou des hommes, parce que les child free, il y a aussi des hommes. On peut ne pas vouloir d'enfant, quel que soit son sexe, même si évidemment l'injonction et l'intimidation et beaucoup de choses ont beaucoup pesé pendant très longtemps sur les femmes, et ça continue. Mais enfin, si vous voulez, moi, il y a une chose qui me plaît aussi, c'est de parler de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas eu d'enfants, non pas parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais parce qu'ils se sont dit ça sera trop. Il y a beaucoup de pères et de mères sans enfants. Moi, j'appelle ça des pères et des mères sans enfants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait d'enfants parce qu'ils se sont dit en fait ça va être trop d'amour, trop d'émotions, etc. et trop de surprises et trop de vie. Parce que vous savez en fait, évidemment c'est très beau ce que vous avez dit sur le fait que quand on n'a pas eu d'enfants et qu'on a fait ce choix, notamment parce que la société vous remet en question, peut-être tout le temps vous êtes amené à vous remettre en question vous-même et à trouver des motifs et à vous défendre et à aller de l'avant. C'était beau ce que vous avez dit sur mais par contre, chacun peut voir midi à sa porte, et puis, etc. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que quand on a un enfant, ça y est, le sens est fixé, puis on est pépère, il y a tout un discours que j'ai partagé. Vous savez, moi, j'ai milité dans une organisation politique révolutionnaire, quand il n'y a pas de gloire à ça, j'avais 16 ans, c'était tout petit, tout foireux pour moi. Je ne vais pas du tout jouer à l'ancien combattant, mais c'était un groupe qui avait pour singularité, je le raconte dans mon livre, d'interdire à ces militantes et à ces militants d'avoir des enfants. On n'avait pas le droit d'avoir des enfants. Et pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais il y avait cette idée que j'ai partagée physiquement, que j'ai portée sur ma peau et que vous avez un peu développé très bien là tout à l'heure, à votre manière, que finalement, ne pas avoir d'enfants, c'est rester dans un truc quelque part tout le temps révolutionnaire, ou une révolution de soi et de tout, et que d'avoir des enfants, c'est tout de suite être un peu conformiste et dans un truc de reproduction, à tous les sens du terme, social, etc., et pas seulement biologique. Et en fait, quand on a des enfants, on voit que c'est pas tout l'inverse, mais que c'est pas vrai du tout, qu'en fait, tous les gens qui croient que avoir des enfants, c'est sombrer dans un conformisme, se reproduire et de se créer un petit même, un autre que soi, enfin, etc., un autre soi dans son enfant, etc. En fait, non, l'enfant, dès qu'il naît, il vous surprend tout le temps, il vous expose à la surprise permanente, à une révolution absolue, il vous échappe en permanence. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est presque l'inverse, mais chacun ça suit son ressenti, comme on dit maintenant, son expérience. Moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tous les discours que j'ai pu avoir, qui rejoignaient, et le vôtre, en fait, et je dis pas du tout que le vôtre est faux, je dis pas du tout que ce que je dis là est vrai, mais je dis que moi, ce que j'ai vécu, et beaucoup d'autres, c'est que au moment où vous avez un enfant, vous pouvez avoir répété pendant des années, etc., que c'est le conformisme, c'est cucu la praline, c'est foireux, c'est bourgeois, etc. En fait, vous apercevez que tout d'un coup, vous êtes propulsé dans un espace où toutes les certitudes s'écroulent et où tous les espoirs sont permis. Parce qu'il faut quand même voir une chose très simple, c'est qu'à l'échelle individuelle, évidemment qu'il faut pouvoir... Jamais je remettrai en question le choix de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais à l'échelle de l'humanité, évidemment qu'un monde sans enfants, c'est un monde instantanément mort. C'est très simple. En fait, il n'y a pas... On passe notre temps, j'ai tous les jeunes sur l'écologie qui disent ras-le-bol de tous ces vieux qui ne prennent pas les décisions qu'il faut prendre. Les boomers, les machins, les trucs, ras-le-bol. Mais évidemment que dire...
Et ben alors voilà, on ne peut pas, les seuls qui pourront prendre les décisions et faire les choses qu'il y a à faire pour sauver la planète, les animaux, les vivants en général et la vie tout court, c'est celles et ceux qui sont à venir, c'est ceux qu'on appelle les enfants. C'est très simple. Oui, alors là, Pardon, je suis il y a Miloué qui nous dit un truc qui est rigolo, Oui. qui dit « Personne ne dit qu'un enfant ne change pas la vie, et c'est justement pour ça qu'on n'en veut pas. » Pardon, je vous ai coupé. Oui, je voudrais dire que cette immense porte qui est ouverte effectivement par les enfants, elle est ouverte aussi par le choix de non-maternité, parce que c'est tout à fait extraordinaire de se dire qu'on a une voie à soi, à choisir, à prendre, à construire, et qu'on est vraiment très seul avec cette idée-là, avec ce chemin-là, parce qu'on est attiré par autre chose. Et ça, c'est une formidable expérience de la liberté. Alors, je suis d'accord avec vous, et ça m'a amusé parce que vous avez fait les mêmes découvertes que moi, finalement, de votre côté. Et quand vous avez dit avoir un enfant, c'est trop. Et en effet, j'ai analysé les raisons pour lesquelles les femmes faisaient ce choix-là. Et en effet, il y a une première raison, c'est trop c'est trop. C'est-à-dire que trop c'est trop parce que je suis comblée là où je suis. Il y a un premier choix qui est de vouloir vivre en union avec ce que l'on aime. Et ce sont les grandes amoureuses, les femmes créatrices, ça peut être aussi les femmes qui sont dans une quête intellectuelle, spirituelle. Voilà. Il y a un cocon qui se fait et qui est à ne pas changer. Il y a aussi celles qui se réalisent dans l'action parce qu'il y a un enjeu formidable qu'elles trouvent à lancer des entreprises, des projets toujours renouvelés. Et puis il y a celles de la rupture qui ne veulent pas prolonger le monde tel quel. Ça, on les retrouve effectivement quelquefois dans l'argument écologique, mais qui est aussi dans un argument contestataire sur le monde tel qu'il est. Et puis celles aussi qui ne veulent pas transmettre quelque chose qui a été un malaise vécu dans leur enfance. Et elles coupent le chaînon générationnel qui les reliait à leur passé. Et je me suis rendu compte qu'elles se tournaient, c'est celle-là qui était dans la rupture, ces deux ruptures-là, elles se tournaient aussi en parallèle vers un bonheur à réaliser dans l'union ou dans l'action. Donc ce sont des... Et puis il y a encore autre chose, c'est que cette liberté, je reviens sur l'idée de la liberté que donne le choix de non-maternité, c'est aussi la liberté de se trouver et de se trouver dans l'émerveillement. C'est assez extraordinaire de se dire que aussi on peut être complètement bousculé par la vie. C'est vrai que les enfants bousculent, il n'y a pas plus philosophe qu'un enfant. Et d'ailleurs, le cœur de la philosophie, c'est bien connais-toi toi-même. Et la question que posent les child free, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi qui passe par un échange permanent avec ce que peut renvoyer le monde, ce que peut renvoyer l'autre, ce que bouscule le destin. Voilà, ce sont des tas d'expériences qui vont dans l'émerveillement aussi. Alors ce qui est beau, c'est que vous avez utilisé, moi comme je suis un petit faillot de base, j'ai apporté des antisèches. Et Sylvie, dès que vous voulez intervenir, oui. Vous intervenez. Hein, il faut que la démographie puisse s'exprimer à un moment donné, la science, est-ce qu'on est là Je vais faire intervenir la science à un moment. Je voulais juste, non, parce que comme vous avez parlé de la porte, vous avez dit les enfants ouvrent une porte. Et alors justement, j'avais apporté une petite antisèche avec une citation d'un grand anthropologue, un scientifique, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand résistant aussi, une grande figure de la gauche antifasciste, un grand résistant, un soutien des Algériens pour leur indépendance, etc. Mais helléniste, c'est... Pardon ? Ah non, helléniste, tout à fait, il était helléniste, tout à fait, il était helléniste, oui, Jean-Pierre Vernant, tout à fait, spécialiste de la Grèce. Formidable. Et voilà, formidable, voilà. Donc je suis très content de l'introduire dans cette conversation. Et vous avez parlé des enfants qui ouvrent une porte. Et donc, à un moment donné, il avait cette phrase, il dit dans une société telle que la nôtre, faite d'exhibition et d'indifférence, chacun prétend pouvoir mener sa barque comme il l'entend.
Mais le sentiment de la dette demeure néanmoins chez un grand nombre de gens sous des formes variées. Germaine Tillon, une autre anthropologue, avait raison de dire récemment, lors d'une émission télévisée, que lorsque quelqu'un frappe à la porte, il y a ceux qui ouvrent et ceux qui n'ouvrent pas. Celui qui ouvre, c'est celui qui se sait en dette. Et en fait, la question de l'enfant, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la question de l'avenir, oui, c'est la question de l'avenir, de ceux qui viennent, de celles et ceux qui sont à venir. Et il n'y a pas plus grand porteur d'espérance, justement, qu'un enfant de ce point de vue-là. Mais c'est aussi la question de la dette. Parce qu'en fait, quand on fait un enfant, immédiatement, on se sent presque zappé par lui. Et tout de suite, il y a une espèce de chaînon, vous avez dit, la volonté de rompre. Voilà, on peut vouloir rompre, on peut ouvrir ou fermer la porte. Et après, c'est l'interprétation. Mais effectivement, quand on fait un enfant, tout de suite, moi, vous savez, mon grand-fils, j'ai un grand-fils qui s'appelle Nathan, qui a 14 ans maintenant. La première fois qu'il a fait, et ça faisait des semaines et des semaines qu'on attendait qu'il marche. Et en fait, ses premiers pas, il les a fait avec ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère. Et ma grand-mère lui a dit « Viens, viens, Nathan », etc. Il s'est levé d'un coup, et là, ça faisait des semaines. C'est comme s'il nous faisait un bras d'honneur, vous voyez, genre « Allez vous faire foutre, vous voulez que je marche, c'est avec elle que je vais marcher ». Et en fait, on était totalement zappés, et il est allé vers cette arrière-grand-mère, comme s'il y avait justement ce chaînon des générations qui se faisait, comme si nous, on avait disparu. Et quelque part, la question de l'enfant qui vient et de l'enfant que vous mettez au monde, c'est tout de suite la question de la dette. Et quelque part, et là c'est pour introduire encore un élément polémique, en fait, ce sentiment, quelque part, je veux dire, moi j'en parle dans mon livre, j'ai eu des discussions avec Édouard Louis, l'écrivain, il y a Geoffroy de la Gannerie qui le connaît bien aussi, qui milite contre, quelque part, qui est un peu un intellectuel puérophobe, comme je l'appelle. Les relations d'amitié. Voilà, pour l'amitié et contre, je trouve aussi Édouard qu'être parent, qui ne pouvait pas saquer sa famille. En gros, voilà, et qui tous les deux, en gros, disent qu'avoir un enfant, c'est vraiment la loose totale, que c'est un conformisme total, que c'est la tristesse, l'ennui, l'esclavage, etc. Mais en fait, pour moi, dans ce discours-là, que j'appelle puérophobe ou infantophobe ou comme vous voulez, pour moi, il y a une forme d'infantilisme, en fait. Parce que c'est comme si on oubliait que soi-même, on a tous eu, je parle de la dette, on a eu un papa, une maman, aucun d'entre nous ne s'est donné à lui-même ou à elle-même la vie. Et en fait, au moment où vous faites un enfant, vous ouvrez effectivement une porte. Et cette porte, c'est non seulement la porte de l'avenir, mais la porte de la gratitude à l'égard de celles et ceux qui vous ont mis au monde. Edith, je vous coupe. Jean, je vais rebondir sur votre propos de la manière la plus vulgaire. J'aurais pas pu l'imaginer autrement, mais vous parlez de la dette, donc est-ce que et là vous me voyez venir, bien sûr, Sylvie. Voilà, des enfants, il en faut pour entretenir un système, celui dans lequel on vit. Est-ce que c'est une situation démographiquement inquiétante? Est-ce qu'on a les moyens de la financer? Et puis plus généralement, et le chat l'a posé tout de suite comme question, qu'est-ce qu'on peut faire pour la relancer si c'était inquiétant? Et après, Edith, je vous repasse la parole, bien sûr. On va continuer à faire du yo-yo entre le ciel et la terre, si ça vous convient. Non, mais bien sûr, on voit bien à chaque fois qu'on fait paraître le bilan démographique, et comme ça fait depuis 2011 que les naissances baissent chaque année, à chaque fois, on voit bien qu'il y a un certain émoi, et puis que derrière, il y a des questions. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la population de la France va décroître? Qu'est-ce que ça veut dire un pays vieillissant? Quelles implications pour notre système de protection sociale, par exemple? Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour le moment, c'est pas forcément inquiétant. C'est 1,7 enfants par femme. Il n'y a pas si longtemps encore, on était à deux enfants par femme pendant plus d'une dizaine d'années. Et surtout, on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Si ça continue à descendre, ça va remettre certaines choses en cause dans le fonctionnement de notre système de protection sociale. Mais ça pourrait remonter. On ne sait pas bien quelles sont les causes de cette évolution. On ne sait pas si ce sont des choix des personnes ou si c'est des contraintes qui pèsent sur elles, si c'est temporaire ou durable. Donc c'est énormément de questions qui se posent. Donc voilà, et puis en France, ça a souvent oscillé entre 1,8 et 2. Il n'y a pas si longtemps encore, quand il y a eu la récession de 93, la fécondité était aussi basse qu'aujourd'hui. Elle est aussi, ensuite remontée à 2 enfants par femme. Donc c'est difficile pour le moment de se prononcer. Je comprends bien que ça puisse... que ça puisse préoccuper ceux qui pensent, qui ont à... Ça préoccupe le président de la République, vraisemblablement, en tout cas. Mais que ça puisse interroger sur le futur, si ces tendances se prononcent. Mais pour le moment, on ne sait pas si ce mouvement va se poursuivre ou pas. On n'a pas de modèle. La théorie économique a plein de modèles.
la théorie démographique. Alors, ce que je peux vous dire, c'est il y a des cycles peut-être. Ce que je peux vous dire d'un point de vue strictement démographique, c'est que l'INSEE fait par exemple des projections démographiques de l'évolution de la population, des naissances, des décès, des migrations tous les 5 ans. Que pour ce faire, on consulte énormément d'experts en France ou aussi des chercheurs à l'étranger. Et que les dernières projections qu'on avait faites, c'était que si la fécondité restait à 1,8 enfants par femme, si on se situait dans les tendances de mortalité et de migration qu'on avait connues jusqu'au début des années 2020, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, allait devenir négatif à partir de 2035, mais que les migrations allaient faire que la population n'allait pas baisser, mais la population baisserait à un peu plus long terme. Et avec une hypothèse plus basse de fécondité à 1,6 enfants par femme, mais ça veut dire tous les ans 1,6 enfants par femme. C'est des scénarios qui permettent d'envisager des futurs possibles. Eh bien, le solde naturel serait négatif plus tôt, en 2027. La population diminuerait un petit peu plus tôt aussi, parce qu'il y a quelque chose d'inéluctable en France, c'est le nombre de décès qui va augmenter. Et c'est tout à fait normal parce que c'est les générations très nombreuses qui sont nées pendant la période du baby-boom, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70. Et bien là, par exemple, cette année, on a 4 générations du baby-boom. Donc, c'est des générations où des fois, il y a eu plus de 900 000 naissances une année donnée, qui ont atteint l'âge de 75 ans et plus. Donc, du coup, il va y avoir des décès de plus en plus nombreux. Donc, à un moment donné, ce solde naturel va diminuer, forcément, puisque les décès pourront atteindre jusqu'à 760 000 en moyenne par an sur, du milieu des années 2030 au milieu des années 2040. Donc, et voilà, ça veut dire que si on veut un solde naturel positif, il faut plus de 760 000 naissances par an en moyenne. Il y a Eru dans le chat qui dit l'immigration pourrait être là pour permettre le renouvellement de la société au lieu qu'on continue à vouloir contrôler à tout prix l'utérus de nos femmes. Il y a cette question qui revient pas mal aussi, le contrôle de l'utérus des femmes, cette injonction un petit peu à procréer, c'était un petit peu ça quand Emmanuel Macron fait de l'infertilité une grande cause nationale quasiment. Il y a un petit peu cette injonction. Oui, il y a toujours eu cette injonction. Et d'ailleurs, toujours eu, pas forcément, parce que je pense que ce qu'on peut s'imaginer de la préhistoire, c'est que les femmes contrôlaient elles-mêmes très bien leur utérus. Elles avaient des enfants jusqu'à... elles s'étaient rendues compte qu'en allaitant, elles pouvaient rester infertiles un certain temps et il semblerait qu'elles amenaient leurs enfants dans tous leurs mouvements et qu'elles avaient une vie très très active à l'extérieur, tout avant l'installation des peuples nomades qui sont devenus dans une économie agricole. Oui, mais très vite, la société s'est mise en tête de contrôler l'utérus. Et le machisme s'est mis en place, la propriété de la femme, etc. Bon, et ce que je dis là est lié à la question du matrimoine, en fait. Parce que si nous avons parlé d'être en dette... Il faut que vous expliquiez peut-être à ceux qui nous rejoignent ce que vous entendez par matrimoine, qui n'est peut-être pas une notion que tout le monde a en tête. Même à ceux qui ne rejoignent pas. Le matrimoine, vous savez tous... Les gens, après, je vous passe la parole, je vous ai entendu souffler au moment où j'ai posé la question. Vous connaissez tous le patrimoine, le legs culturel qui est transmis par les femmes et les hommes, mais qui vient des hommes. Eh bien, le matrimoine, c'est son équivalent au féminin, c'est le legs culturel qui est transmis par les femmes et fondé par les femmes. Or, c'est-à-dire ce qu'ont fait les femmes au cours de l'histoire, parce qu'elles ont pensé, elles ont créé, elles ont combattu tout autant que les hommes, et même elles ont été tout à fait reconnues à leur époque, et puis effacées des pages des historiens, comme si
tout ce qu'elles avaient pensé, lutter et créer n'avait aucune importance ou très peu d'importance. C'est comme si leur œuvre ne valait pas d'être retenue, si bien qu'il y en a très peu dans les livres d'histoire, dans les livres de littérature, etc. Et ce qu'on sait de l'inégalité sociale dans laquelle on vit encore. Or, que veut dire pour les historiens de ne pas avoir gardé les femmes ? De ne pas avoir gardé les grandes figures du passé. Premièrement, cela renforce l'idée de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, et de deux, cela enferme surtout les femmes dans la maternité. Parce que pour se consoler, si elles n'ont rien qui les valorise, il leur reste tout de même la maternité. Alors, nous, les femmes, les féministes, et maintenant, heureusement, les hommes nous rejoignent aussi sur ce terrain, nous avons une grande dette vis-à-vis de ces femmes du passé qui ont été occultées et de qui nous sommes tellement redevables. Nous sommes vraiment redevables des femmes du matrimoine. Et là, effectivement, on peut poser la question de l'enfant et se dire que c'est à eux que nous transmettons, que nous devons absolument transmettre toutes ces grandes figures du passé, afin que d'abord pour elles, pour une question de justice, et puis parce que ça donne un autre regard de la société sur les femmes. Alors bien sûr qu'il faut faire des enfants, bien sûr, mais toutes les femmes ne sont pas identiques. Et c'est important de laisser aux femmes qui n'ont pas envie de faire des enfants, c'est de leur laisser le champ libre et de les laisser créer, faire et être heureuses comme elles l'entendent. Là, on est complètement d'accord. Mais depuis le début, quasiment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant parce que... Justement, je parlais de mes 16 ans tout à l'heure, c'était au 19e siècle. J'avais fait un exposé à partir d'Alexandra Kollontai, vous voyez, qui est une grande figure bolchevique du féminisme, etc. Féministe. Voilà, et sur la descente de la domination masculine. Donc je retraçais un peu les étapes que vous avez dites tout à l'heure, etc. Et puis dans mon livre, je rappelle des choses que très proches de ce que vous venez de dire. Et je parle notamment de Françoise Héritier, une autre anthropologue qui racontait justement qu'il faisait de l'utérus le lieu absolument central de la domination masculine. Effectivement, mettre la main sur l'utérus des femmes, la façon dont aussi l'utérus des femmes attire la violence, que le pouvoir masculin est toujours passé effectivement par une mainmise sur l'utérus, mais que aussi la violence, les viols, etc., la volonté de faire... Françoise Héritier parlait des fantasmes comme ça, des miliciens qui veulent faire circuler leur sperme et faire enfanter pendant la guerre d'Espagne les franquistes ou en Serbie, etc., faire circuler le sperme pour obliger les femmes à enfanter des ennemis quelque part, enfin des gens. Donc en fait tout ça est effectivement très très important. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand même, c'est que justement c'est pas parce que l'utérus des femmes a été et reste parfois le lieu, l'espace central du désir d'oppression ou de mainmise masculine, etc., que ça n'est que ça. Et moi, j'ai eu récemment une discussion avec Camille Freud-Vométrie, qui est une des féministes les plus intéressantes et exigeantes aujourd'hui, qui est philosophe, qui a fait un livre qui s'appelle Un si gros ventre. Et c'est passionnant parce que justement, on se rejoint un peu dans cet état, même si moi, je n'ai pas la même expérience, mais quelque part, oui, les féministes aujourd'hui, parce qu'il y a eu tout ça, peuvent se réapproprier aussi la grossesse comme un lieu d'émancipation. Et c'est pas, il faut quand même, maintenant, on arrive à un moment où vous avez dit, il y a eu tous ces progrès, toutes ces résistances, vous avez dit même, il faut faire des enfants pour leur transmettre le nom des femmes qu'on a oubliées, etc. Donc ça fait au moins une bonne raison de faire des enfants. Et par ailleurs, aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont envie de faire des enfants et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas pour des raisons économiques ou justement de crise de l'espérance, enfin toutes les raisons qu'on a dites qui valent aussi pour les hommes, etc. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir une réappropriation féministe de la grossesse et que c'est pas toujours. Il faut maintenant peut-être s'autoriser à ne plus faire de la grossesse et de la naissance et de la maternité forcément le lieu d'une oppression. Et de la même manière, si vous voulez, aujourd'hui, quand Emmanuel Macron, et j'ai absolument pas, c'est pas du tout mon sujet, etc. Mais en fait, c'est marrant, vous voyez les réactions. On parle de natalité, bon, oui, en démographie où on a le droit de parler de natalité, ce sont des faits, etc. Mais dès qu'il y a un homme d'État
que ce soit en France ou ailleurs, qui va dire il faut. Alors je trouve le mot réarmement démographique un peu ambigu et puis peut-être inapproprié. Mais enfin, c'est pas parce que vous parlez de natalité et vous dites on va essayer de créer les conditions pour que des gens qui ont envie de faire des enfants puissent en avoir sans être trop en galère, etc., sans justement souffrir d'un déclassement ou de je ne sais quoi, que homme ou femme, aujourd'hui vous avez déjà plein de papiers partout pour dire ça y est, c'est Pétain, la natalité, c'est travail, famille, patrie, machin, etc. Et évidemment, moi aussi j'ai cette culture politique là où je me dis tiens, attention, c'est un marqueur. Mais en fait, là aussi, exactement comme la maternité et la grossesse aujourd'hui sont réappropriées par tout un tas de féministes pour dire non, voilà, on peut dire que c'est aussi un désir et que c'est aussi peut-être un lieu d'émancipation. De la même manière, il faut soustraire la volonté de défendre la possibilité d'avoir des enfants et le mot même natalité et même tout ce lexique démographique, etc., il faut le soustraire à un imaginaire politique qu'on veut dire réactionnaire, voire, etc. Et ça, c'est très important. En fait, on devrait pouvoir parler de natalité sans se dire tout de suite c'est la domination masculine, c'est la réaction, c'est Pétain. Ça, on devrait pouvoir. Parce que fondamentalement, et c'est pour ça que moi, dans mon livre, je cite des gens comme Roland Barthes, qui n'a pas eu d'enfant, comme Hannah Arendt, etc., mais même comme Rosa Luxembourg. Et je cite une scène que je trouve hyper belle où Rosa Luxembourg, qui était quand même justement une spartakiste, une révolutionnaire, encore aujourd'hui centrale pour toute la mémoire, pas seulement des historiens, mais pour tous les gens qui veulent changer le monde de façon radicale, etc. C'est une scène hyper belle où elle est en train de faire des meetings, etc. Et puis à un moment donné, elle entend des ouvriers qui discutent, et il y a un ouvrier qui dit à un autre ouvrier mais moi je suis contre il faut que les femmes je suis contre que les femmes militent et tout, il faut qu'elles restent à la maison, qu'elles fassent des enfants, et un autre qui dit mais pas du tout, etc. Et elle intervient. Et il y a un ouvrier qui dit mais tu vois, aujourd'hui on a écouté Rosa qui a fait un discours magnifique, révolutionnaire, et si elle avait été enceinte, je l'aurais trouvée encore plus convaincante. Et elle revient chez elle et elle écrit une lettre à son amoureux, et elle lui dit peut-être que la prochaine fois que j'irai faire un meeting, dis-moi mon chéri, promets-le-moi, la prochaine fois je serai enceinte. Et c'est pas des cucuteries, c'est pas des trucs, elle n'est pas en train de céder, de se soumettre à la domination masculine, Rosa Luxembourg. Simplement, pour elle, oui, le monde qu'elle voulait créer, un monde plus juste, et puis elle était très violente, elle pouvait être très violente politiquement, mais ça allait avec un désir de vie qui voulait dire que oui, il n'y a pas finalement plus trublion que le nourrisson, et que quand on a un désir d'émancipation, ça va aussi avec un certain rapport, un certain souci des générations. Oui, c'est l'élan vital. En fait, désirer un enfant, faire un enfant, cela participe de l'élan vital. Et cet élan vital, il participe de toutes les créations, de toutes les pensées, de tous les besoins d'émancipation, etc. Et l'élan vital, comme le dit Freud, l'élan vital, il est neutre. Et on peut s'en emparer et se réaliser dans toutes les voies possibles. Et c'est ça qui est merveilleux. Et les Child Free montrent que c'est tout à fait vrai. Et elles se réalisent à travers des engagements, à travers des amours, à travers des quêtes qui les épanouissent. Et c'est de l'élan vital. Dans le chat, on a Milway qui nous dit on n'est toujours pas obligé d'avoir un enfant pour impacter la vie d'autres enfants. Et il y a Capitaine Manette qui nous dit c'est nous qui avons politisé la natalité ou c'est le président? C'est intéressant comme question. Ça a toujours été une question politique, la natalité. Peut-être une question pour vous, Sylvie. Je ne sais pas si je suis très... Alors, je vais employer un terme sans lien direct avec l'intervention de notre président en disant je ne suis pas sûre d'être très armée pour répondre à cette question. Mais dans l'histoire, on voit bien que... Voilà, la démographie était mobilisée à des desseins politiques. Il y a Milway qui dit qu'il faut des enfants pour la guerre, pour les champs et pour l'église. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des considérations comme ça autour de la démographie. Ce que je voulais dire, c'est que la démographie s'intéresse... emploie des termes qui sont censés être neutres. Et d'ailleurs, même le bilan démographique qu'on fait tous les ans, c'est des faits qui sont d'ailleurs disponibles pour tous les citoyens et chacun peut s'en emparer et commenter comme il le veut, mais s'intéresse aussi, par exemple, aux femmes et aux hommes qui n'ont pas eu d'enfants, alors sans forcément connaître les raisons, parce que ça peut être des choix volontaires et puis des histoires de vie qui font que à chaque génération, des femmes et des hommes
peuvent se retrouver sans enfants. Et en fait, il y en a toujours eu. J'ai regardé juste avant de venir des statistiques sur des générations nées au début du siècle dernier. En 1900, il y avait 20% des femmes de cette génération nées en 1900 qui n'avaient pas d'enfants. Je me souviens plus pour les hommes, mais c'était un petit peu plus élevé encore. Et en fait, ça a diminué jusqu'aux générations nées dans les années 30. Et ensuite, c'est resté assez stable, et ça a l'air d'augmenter un peu pour les générations les plus récentes. Mais au moins 10% de chaque génération de femmes sont sans enfants. Et puis, ça serait peut-être de l'ordre de 14% aujourd'hui. Et les hommes, c'est un peu supérieur également. Non, juste d'un mot, je disais tout à l'heure, est-ce que ça a toujours été politique? Est-ce que c'est pour moi, il n'y a pas plus politique en fait? C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la politique au sens politicard ou partisan, etc. C'est qu'à partir du moment où la politique, c'est la volonté de changer les choses, ou de créer un monde, etc. Évidemment, et pour ça qu'Hannah Arendt, qui à nouveau n'a pas eu d'enfant et qui a vécu beaucoup de choses très compliquées, etc. Vous savez qu'Hannah Arendt a fui le nazisme, elle a fui l'Allemagne, elle a fui le milieu intellectuel dont elle avait vu toute la lâcheté, etc. Ces hommes qui ne parlaient jamais des bébés, jamais de la naissance et que de la mort. Elle a bien vu que c'était aussi des gens très lâches et très complaisants à l'égard des nazis qui venaient d'arriver au pouvoir. Donc elle a décidé de rompre avec tout ce milieu intellectuel. Et à un moment donné, dans un de ses livres, elle a un passage que je trouve magnifique où elle dit « Nous avons été victimes et témoins d'horreurs pires que la mort, sans pouvoir trouver un idéal plus élevé que la vie. » Voilà. Et elle dit en fait que, la natalité doit être pensée comme la catégorie centrale de toute politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que les totalitarismes, les dictatures, regardez ce que fait Poutine avec les enfants ukrainiens, les totalitarismes, tous les autoritarismes s'en prennent aux enfants parce que les enfants, c'est une espèce de spontanéité sauvage qui vous échappe et donc on les met au pas, on fait les jeunesses hitlériennes, on fait les jeunesses staliniennes, etc., etc. Et puis, pourquoi ces politiques, absolument politiques, non seulement comme expérience de révolution intime, etc., dans la façon dont vous êtes bousculé, dont vous êtes complètement propulsé, comme je disais, dans un territoire où tous vos repères s'écroulent, mais c'est politique aussi parce que, et ça Arendt le dit magnifiquement, parce que finalement, autant les totalitarismes s'emparent des enfants et ne supportent pas leur spontanéité, autant les enfants sont garants de la démocratie. Pourquoi? Parce que Hannah Arendt dit, parce que la démocratie, qu'est-ce qui est au cœur de la démocratie? C'est le pluralisme. Et qu'est-ce qui est l'incarnation physique du pluralisme? C'est ce que Arendt appelle l'incroyable pluralité humaine que créent les enfants. Chaque enfant, c'est comme si, à chaque fois qu'il naît, c'est comme s'il n'y avait eu personne avant. Et chaque enfant, en tant qu'il est absolument unique, introduit du neuf dans le monde. Et ça, c'est archi politique, notamment parce que c'est cette diversité. On parle de la diversité tout le temps, et on a raison. Mais en fait, la natalité, la naissance, pas la natalité mais comme statistique, mais comme fait humain, comme bouleversement, etc. Cette pluralité humaine que les enfants incarnent, elle est garante, absolument garante du pluralisme qui est au cœur de toute démocratie. Voilà. Moi, je voudrais dire que oui, je suis d'accord pour dire que la naissance, enfin le nouveau est au cœur de la vie. C'est l'élan vital qui est en jeu et c'est le devenir. Et non seulement il y a du devenir à jeter un enfant dans le monde, mais il y a un devenir pour soi chaque fois, chaque jour. Chaque jour, on peut se convertir, être différent parce qu'on a fait une rencontre et qu'elle nous marque, parce que on est émerveillé, parce qu'il y a 1000 façons d'ouvrir les portes de la vie. Et ça, c'est dans l'instant présent. Et parce que l'instant présent est aussi en même temps toujours du devenir. Chers amis, il est 18h59, passé de 53 secondes maintenant. Le mot de la fin, chacun, Jean, peut-être? Oula, non, mais je trouve que c'était très beau comme mot de la fin. J'aurais peur d'acheter quelque chose. C'était magnifique. Voilà, on laisse le mot de la fin. Sylvie, vous laissez le mot de la fin à Edith. Edith, vous vouliez un dernier mot de la fin, peut-être? Un dernier mot de la fin, ça serait que ce qui est vraiment important, ce n'est pas choisir ou pas la maternité, c'est se choisir, parce que se choisir, c'est aussi aller toujours dans le devenir sur soi.
Merci Edith Vallée, merci Jean une pro du mot de la fin, merci dites donc. Sylvie Leminez. Il est 19h pile, passé de 29 secondes. Je vous chasse de manière fort inélégante. Je vous remets entre les mains bienveillantes de Mathis, puisqu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci infiniment à tous les trois et à très bientôt pour reparler de ce sujet dont on pourra sans doute recauser peut-être un peu plus tôt que prévu. On quitte le royaume des berceaux vides et des chiffres de l'INSEE et nous prenons nos jumelles pour aller jeter un œil à ce qui se passe au-delà de l'Atlantique, par-delà l'océan qui nous sépare de nos amis américains. Nous allons poser nos bagages aux États-Unis où Donald Trump a fait son retour dans la course à l'élection présidentielle américaine. Un retour inquiétant, disent certains. L'ancien président des États-Unis a confirmé dans l'Iowa son statut de favori de la course à l'investiture républicaine pour l'élection du 5 novembre. Un résultat qui embarrasse autant qu'il inquiète pour la démocratie américaine. Bonjour Laurie Kenton. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes maître de conférence en études américaines à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Absolument. Bonsoir et bienvenue. Vous avez de l'eau, vous êtes assis là, c'est exactement là où il fallait que vous soyez, donc c'est très bien. Vous avez chacun un micro, il faut lui parler bien devant, ils sont très directionnels. Bonsoir Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes aussi spécialiste des États-Unis. On le dit. C'est donc a priori une victoire sans conteste pour Donald Trump au caucus de l'Iowa qui ouvrait lundi le bal des primaires. Une première étape en vue de l'investiture du parti pour la course à la Maison-Blanche. L'ancien président est arrivé largement en tête. C'est une surprise. Mes questions ne sont pas attribuées. Répond qui veut. On peut même se couper un peu la parole si on le souhaite, dans la limite du propos intelligible et courtois. Est-ce que c'est une surprise ? Est-ce que tu veux commencer, Marie-Cécile, ou est-ce que je prends ? Eh ben non, c'est pas du tout une surprise. Ce qui aurait été une surprise, c'est tout autre résultat qui aurait été un petit peu en contradiction des sondages. C'est toujours une question qu'on se pose, c'est est-ce que cette année, les sondages vont être raccords avec les résultats, ou est-ce qu'ils vont se planter et produire une surprise. Et une surprise, c'est pas forcément quelque chose qui va compter en fait dans la durée, parce que on peut avoir tout à fait quelqu'un qui va être bien placé dans l'Iowa. C'est pas du tout pour ça qu'il va avoir un succès. Ça peut créer une dynamique. Ça peut créer une dynamique. Généralement, c'est pas le cas. Et Iowa et New Hampshire, surtout Iowa en fait, moi je compare toujours ça. Il a fait des scores quand même un peu inédits, c'est la première fois. Alors ça c'est vrai, mais on en parlera peut-être après. Tout est inédit avec Trump. Ça fait quand même quelques années, tout est inédit, les ampleurs, le soutien, etc. Donc à la limite, c'est pas une surprise que ce soit inédit. Et ça aurait été plutôt une surprise qu'on soit dans un scénario plus traditionnel où les écarts sont plus serrés. Donc là, en fait, on a juste la confirmation que on a beau faire des plans sur la comète, essayer de trouver des scénarios alternatifs, le retour de machin, le plan B, et puis finalement, bah non, on a le usual suspect qui est là où on l'attendait, plus ou moins. Marie-Cécile, vous souscrivez ? Oui. Alors, l'Iowa n'est pas l'Amérique. L'Iowa, c'est une population très, très, très majoritairement blanche, où le poids des évangélistes est énorme dans ces caucus et ces primaires, dont on rappelle que c'est les plus fervents qui votent. Ce n'est pas toute la population. Il faut être affilié au Parti républicain pour voter dans les primaires. Pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez peut-être expliquer en un mot comment ça marche, d'ailleurs, peut-être ? Alors, ce sont un peu comme chez nous, des primaires des partis politiques pour désigner le ou la candidate qui affrontera l'autre camp le 5 novembre prochain. On dit les primaires par facilité de langage. Par abus de langage. Par facilité de langage, mais il y a le phénomène des primaires où on peut voter à l'avance par procuration toute la journée, etc. Alors que le caucus, c'est à un moment précis et on vote avec ses pieds, littéralement. C'est-à-dire qu'il faut être présent. Et c'est à la suite de débats, c'est des restes de la démocratie participative héritée du 19e siècle, à l'issue de débats dans des écoles, dans des églises, dans des gymnases, où les militants défendent chacun le candidat, la candidate qu'ils veulent envie de voir arriver premier ou première. C'est très folklorique. Oui. C'est
un peu archaïque et un petit peu dépassé. Et en même temps, les Américains aiment bien ce côté vraiment très démocratie directe au niveau le plus ras du sol. Pas forcément ras des pâquerettes, mais Alors, vraiment... pour ceux qui nous rejoignent, ça prend quelle forme par exemple? Eh ben, c'est ça. Des pitchs. Ils se retrouvent dans un gymnase, voire dans le salon des Johnson, et puis alors les démocrates, c'est encore plus quand ils font des caucus dans l'Iowa, c'est encore plus folklorique parce qu'ils se regroupent physiquement aux quatre coins de la pièce, et puis après on se compte vraiment. Et donc on est un peu comme dans un épisode des Simpsons, c'est-à-dire les pour à gauche, les contre à droite. Plus compliqué parce qu'il y a souvent 3, 4, 5 candidats, et donc il n'y a que 4 coins dans la pièce, donc il faut trouver des coins supplémentaires. C'est parfois un peu compliqué quand ils sont 6, 7, 8. Et on est vraiment dans on voit ça dans les Simpsons, dans les séries, ce genre de choses, cette démocratie directe où on est dans le théâtre ou dans l'auditorium, etc. Et il y a le maire, et on est vraiment entre eux au niveau de la communauté. Mais généralement, dans ces trucs-là, c'est tout le village ou toute la ville qui se réunit parce qu'il y a une situation de crise. Là, c'est vraiment, comme disait Marie-Cécile, un public très choisi, qui se choisit. C'est vraiment les gens les plus motivés, les nerds de la politique, les plus mobilisés, qui par un soir de janvier dans l'Iowa, où en plus cette fois, il fait jamais très chaud dans l'Iowa l'hiver, mais là on était à moins 33 en ressenti, avec un sujet, vent on a beaucoup parlé dans les horrible. médias. Donc il fallait vraiment avoir la foi, dans tous les sens du terme, pour aller braver la froidure et aller voter. Et c'est pas juste je sors, je garde mon pick-up et je vais voter et je repars, et voilà, c'est vraiment quelque chose où on y passe la soirée. Alors évidemment, il y a à manger, il y a à boire, c'est sympa, mais... On participe, on échange, ça s'engueule. Pas forcément, mais ça a un coût, c'est-à-dire que ça a un coût en temps. On y consacre une soirée. On n'a pas le temps devient un petit peu quelque chose de précieux, hein, et donc le fait de décider qu'on va aller consacrer sa soirée à choisir le candidat d'un parti pour l'élection de novembre en janvier, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait anodin quand même. Donc évidemment, c'est pas du tout représentatif parce que ne vont voter que les plus ultra motivés. Mais quand même, l'Iowa est sous le feu des projecteurs, et tous les 4 ans, ils sont très fiers de l'être et de donner le ton de lancer le bal. Et évidemment, ça peut créer une dynamique, ça crée une ambiance, en tout cas, ça crée une ambiance. Et on a la concrétisation de ses supporters, il est distrait, il dit quand on s'attaque à moi, c'est qu'on s'attaque à vous. Si moi je suis élu, je ferai tout pour vous. Il y a une espèce de relation fusionnelle quasi amoureuse, et dont on voit les premiers effets de la concrétisation aujourd'hui, même si on parle du retour de Trump, mais en fait Trump n'est jamais parti. Ça fait 4 ans qu'il fait campagne. Ça fait 4 ans qu'il clame qu'il a gagné l'élection de 2020, que Joe Biden n'est pas élu légitimement, etc. Et les sondages de sortie pas de sortie des urnes, mais d'entrée des urnes dans l'Iowa, plutôt même d'entrée des urnes dans l'Iowa, montrent que les 2 tiers des votants pensent que Joe Biden n'a pas été élu de manière légitime en 2020. Donc c'était un récit complotiste. Finalement, il a vraiment infusé dans cet électorat extrêmement fervent. Il y a Wendy dans le chat qui pose une question, qui dit: est-ce qu'il n'y a pas un souci sur le nombre de bureaux de vote dans les quartiers pauvres aux États-Unis, ce qui fait que les minorités votent peu? Alors c'est peut-être pas tout à fait le cas en Iowa. Surtout dans une primaire républicaine dans l'Iowa, de toute façon il n'y a pas beaucoup de minorités, et dans une primaire républicaine c'est moins. Mais effectivement, alors ça c'est dans un certain nombre d'États républicains, les élections sont complètement décentralisées. C'est vraiment quelque chose. Confusion avec la primaire. Non, mais c'est un sujet qui a plus cours pour l'élection de novembre. Mais comme chaque État en fait décide de toutes les modalités, qui vote, quand, où, comment, etc. C'est chaque État. Donc il n'y a pas 2 États où on vote de la même façon. Et certains États républicains vont peut-être choisir d'implanter moins de bureaux de vote dans tel quartier, parce que c'est plus un quartier où on va avoir des votes démocrates, et que ça ne va pas être forcément bon parce qu'on est républicain. Donc dans une arithmétique d'État serré, autant mettre toutes les chances de son côté. Ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est même sûr, hein, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'États comme la Géorgie, il me semble le Texas aussi, et d'autres, où les lois locales ont été modifiées ces dernières années. D'ailleurs, certaines sont encore en cours de procédure judiciaire, hein, c'est pas acté, pour justement faire en sorte que
donc des États dirigés par les républicains, faire en sorte que ceux qui votent pas pour eux aient plus de difficultés à accéder au bureau de vote. Par exemple, interdire le vote anticipé le dimanche qui précède le grand mardi de l'élection, le 5 novembre. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les Noirs, qui au sortir de l'office religieux, vont ensemble dans les bureaux de vote dans certains districts. Donc voilà, ou exiger plusieurs pièces d'identité dont on sait que les plus démunis ou ceux qui sont issus des minorités ne sont pas toujours pourvus. Donc certaines de ces lois font l'objet de procédures judiciaires de la part d'associations de défense des droits civiques. Mais il est bien évident, la question est très bonne et la réponse est oui. Et donc ça pose un problème de démocratie tout à fait flagrant. Mais ce que la recherche a montré, parce que c'est un sujet de recherche, ce que la recherche a montré, c'est que à chaque fois qu'il y a une tentative de bloquer ici, il y a une tentative de contournement là. Donc par exemple, les Noirs qui ont tendance à aller de l'église vers les bureaux de vote, alors ils n'ont pas de consigne de vote, ils votent pour qui ils veulent, parce que sinon les églises perdent leur statut fiscal, enfin, c'est vraiment très très codifié, mais ils les emmènent en minibus, etc. Ils vont faire ça le dimanche d'avant. Donc ils vont s'organiser pour s'adapter. Et donc on s'est rendu compte que malgré toutes ces façons d'essayer de bloquer un petit peu le vote, il y a des façons de s'adapter de la part des églises ici ou des groupes d'électeurs là. Et il y a toujours... en fait, il n'y a pas forcément une déperdition très flagrante. Dans le chat, il y a Nassour qui dit, Nassoum, désolé, qui dit après, il faut être honnête, c'est pas propre aux républicains, les démocrates utiliseront des outils similaires aussi, un peu moins, il me semble. Ils utilisent des découpages de circonscriptions, ils ont été retoqués d'ailleurs dans l'État de New York, ce qui leur a coûté la chambre, donc ils ont tendance à le faire, mais ils le font nettement moins et parfois de façon moins assumée. Donc c'est pas non plus des perdreaux de l'année, mais parfois ils utilisent les techniques des républicains parce que pourquoi se priver en réalité ? Dans le chat toujours, et après j'ai plein d'autres questions moi, mais comme le chat abonde en questions, je vous les relais. Et il y en a Chérec qui dit avec beaucoup d'ironie, il va falloir protéger le Capitole. C'est encore possible ça ? Ah mais oui, mais très clairement, oui, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait partie des vrais sujets. Des vrais sujets, c'est une possibilité très sérieuse. Que Trump gagne la primaire ou qu'il ne gagne pas la primaire, bon, ça paraît quand même bien engagé, mais vraiment, dans cette année, on peut préjuger de rien, ou qu'il gagne ou non la présidentielle. Imaginons qu'il perde à nouveau la présidentielle. On peut tout à fait penser que des appels à la violence soient de nouveau lancés. Et puis... je pense que du côté des services de sécurité, des services secrets, on sera très très inquiet le 5 novembre prochain. Ouais. Et c'était déjà le cas à plusieurs reprises quand il y a eu les inculpations à New York, il y a eu des services de police qui étaient... il y avait des policiers, des journalistes, mais aucun Trumpiste. Donc en fait, il y a déjà un état d'alerte à chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui pourrait s'emballer. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est vraiment intégré, parfois de manière un peu excessive. Ce qui est vraiment surprenant, c'est l'essence même du 6 janvier, c'est que c'est un événement politique, mais c'est d'abord et avant tout un événement sécuritaire. C'est-à-dire que c'est un ratage absolument légendaire de niveau olympique au niveau sécuritaire. Et donc, là, je crois qu'il y a un certain nombre de têtes qui sont tombées et de gens qui ont compris qu'il fallait peut-être anticiper ce genre de choses. Donc, il est probable que ça ne puisse plus se reproduire, soit parce que ce sera suffisamment anticipé en amont, soit parce que ce sera plus facilement contré, parce qu'il y aura la mobilisation de ceux qui n'ont pas été mobilisés, la garde nationale de Washington, etc., une fois prochaine. Ce qui est plus inquiétant, c'est un petit peu ce que nous on appelle les loups solitaires, qui en fait sont des gens qui, de manière très isolée, peuvent créer beaucoup de dégâts. L'archétype de ça, c'est l'attentat d'Oklahoma City en 95. Des dégâts considérables avec juste 2 gars et un camion. 2 gars et un camion, pas de réseau international, pas de filière, pas de financement, vraiment du ultra basique qui crée des dégâts absolument colossaux avec une économie de moyens
remarquable. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est aussi beaucoup plus difficile à détecter. Donald Trump a prédit une 3e guerre mondiale en cas de victoire de Biden. Il s'en trouve pour vraiment croire ça? Bien sûr. De toute façon, notamment dans le public évangélique qu'on a dans l'Iowa, dans toute une partie du Sud, il y a une lecture de l'histoire et de la géopolitique qui est totalement apocalyptique. C'est-à-dire que comme la Terre Sainte est au Proche-Orient, tout ce qui se passe au Proche-Orient est interprété comme étant de nature biblique. Donc à chaque fois qu'Israël est en guerre contre un des voisins, depuis l'existence d'Israël, c'est lu par les milieux fondamentalistes chrétiens comme le signe possible, sinon probable, du début de la fin des temps et d'Armageddon, l'armée du bien contre l'armée du mal. Donc tout ça, c'est vraiment une grille de lecture qui est bien implantée dans un certain milieu. Et donc là, la situation actuelle se prête tout à fait à ce genre de grille de lecture. Marie-Cécile Nave. Je crois que c'est Piotr Smolar dans Le Monde qui parlait du fait que, à très bon escient, que Trump avait imposé au Parti républicain une vision complotiste et belliciste de l'Amérique, c'est-à-dire on est au-delà de 2016 où il y avait vraiment, où c'est toujours présent, où il y avait une aigreur, un pessimisme par rapport à l'avenir, tout va mal, la société est décadente, en plus d'ici 20 ans, les blancs d'origine européenne seront minoritaires aux États-Unis, le multiculturalisme, quelle horreur, etc. On est toujours là-dedans, mais il y a en plus le fait de souffler sur les braises et de promettre le chaos. Si Trump n'arrive pas de nouveau au pouvoir, alors que lui est aussi quand même un peu et a été le président du chaos. Donc cette vision consistant à dire que à la fois la nation américaine, mais aussi le monde seront dans une destruction totale, un risque de destruction totale, de guerre civile, etc. Si lui n'est pas un peu comme le sauveur, l'homme providentiel qui à lui seul peut résorber les choses. Il y avait déjà en 2016 cette rhétorique de l'élection de la dernière chance. C'est vrai, là c'est plus violent, je trouve. Oui, mais c'est-à-dire qu'il capitalise tout de suite, enfin il capitalise toujours là-dessus, et l'un et l'autre, Biden comme Trump, ont recours à un discours qui n'est pas forcément pour eux, ou alors eux comme rempart, mais sinon contre l'autre qui est une source de danger, de peur, d'effondrement, d'apocalypse. Donc en fait, on joue sur à la fois la peur, le ressentiment, mais également une forme de dégoût de l'autre comme étant maléfique. À ce stade, il y a d'autres candidats face à Donald Trump. Ils ont des chances de s'imposer ou pas vraiment? Ça dépend quelle année. En 2028, oui, ils ont des chances de s'imposer. En 2024, non. En 2024. Mais on prépare déjà 2028. Alors, on va. C'est intéressant ce que vous dites. Bien sûr, et même a priori, de toute façon. Un des deux, puisqu'il s'agit de Ron DeSantis, gouverneur de Floride, et Nikki Haley, ex-gouverneur de Californie, de Caroline du Sud, pourrait être sur le ticket présidentiel comme colistier. On parle plus de Nikki Haley. On verra. Ils se sont quand même envoyé quelques amabilités dernièrement. On verra. On aura vraiment on saura vraiment si Trump est... Enfin, on va voir si la dynamique de Trump se vérifie la semaine prochaine, parce qu'il y a la primaire dans le New Hampshire le 23, où l'électorat est très différent de l'Iowa. C'est un électorat beaucoup plus modéré, moins religieux. Et dans cet État, Nikki Haley espère faire un bon score. Et si là, elle est encore derrière Trump... Bon, ça sera vraiment mort, je pense. Mais les affaires, les procès et un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas encore, oui, tout peut encore basculer. Au niveau des primaires, des caucus, ça paraît compliqué pour Trump de ne pas l'emporter, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau du droit, des procédures judiciaires, pour dire c'est lui qui va être investi. Il y a une autre, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, mais il faut quand même mettre la chose sur la table. On parle beaucoup de l'âge de Biden, de la santé de Biden.
Trump n'a pas exactement 30 ans de moins, n'a pas un régime de marathonien, et il a certes terrassé le Covid à main nue en combat singulier, alors que... Avec des frais médicaux de $100 000. On aurait pu s'inquiéter un petit peu, étant donné sa corpulence, son âge, il avait quand même un petit peu le profil de quelqu'un qui allait faire des complications. Bon, ça n'avait pas été le cas, mais c'est vrai que il y a toujours la possibilité du pépin de santé. Le sénateur de Pennsylvanie, qui est beaucoup plus jeune, a fait une attaque il y a quelques mois. Il a à peine rétabli, donc ça peut vraiment l'handicaper terriblement sur la route de la campagne s'il fait un AVC entre maintenant et novembre. Donc ça fait partie des paramètres qui sont pas du tout à exclure, qui sont pas du tout certains, bien entendu. Et Biden est au moins aussi concerné. Et donc, bon, côté démocrate, on réfléchit au plan B, etc. Mais il pourrait très bien y avoir une incapacité au niveau de la santé, plutôt qu'au niveau judiciaire, parce que de toute façon, au niveau judiciaire, on va avoir des procès, mais on n'aura jamais les appels avant novembre. Donc de toute façon, l'idée de Trump candidat en prison, c'est absolument pas possible, puisqu'il sera condamné en première instance, il y aura un appel suspensif et il sera évidemment pas en prison. La seule petite incertitude, c'est en cas de condamnation, mais encore une fois en première instance, donc pas confirmé, il y a un certain nombre de républicains, pas beaucoup, qui disent que pour l'instant, ils lui donnent le bénéfice du doute, et ils préfèrent que ce soit lui qui gagne, mais s'il est condamné, ils ne peuvent pas voter pour quelqu'un qui est condamné. Ça fait pas énorme. Et encore faut-il... S'il fait appel, on va dire que sa culpabilité est suspendue. C'est ce qu'il dira probablement. Et surtout, c'est ce qu'ils disent aux journalistes et aux sondeurs aujourd'hui, mais encore faut-il qu'ils perdurent dans... Et donc, ils vont pas forcément voter Biden, mais ils vont pas voter pour Trump. Donc, si on a 3000, 5000 voix en Géorgie qui vont pas vers Trump, eh ben, ça peut lui faire ce tout petit manque à gagner qui fait que Biden, sans gagner une seule voix, se retrouve devant et emporte l'élection. Donc ça pourrait avoir un effet marginal, mais le marginal maintenant, dans des élections serrées, peut être absolument décisif. Donc ça fait partie des petites incertitudes qu'il faudra regarder. Oui, Cécile ? Oui, je crois qu'il est intéressant de rappeler à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent qu'il y a vraiment deux moments dans cette élection, dans l'année. Là, on est dans les primaires républicaines où on voit mal comment Trump pourrait ne pas être investi en juillet par le Parti républicain. Et après, c'est une toute autre campagne qui commence. Une toute autre campagne. Et lui-même est déjà dans l'après. Lui, il pense qu'il a déjà gagné. Il est déjà dans l'après. Et là, il faudra aller chercher un électorat il faudra aller chercher du côté des femmes, des modérés, aller gagner une partie des électeurs indépendants, donc qui sont affiliés à aucun parti et qui penchent tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. Et ça ne sera pas du tout la même chanson, si je puis me permettre. Et un des indicateurs qu'on a, qui est que Trump se projette déjà dans l'après-été, donc jusqu'en novembre, où il sait qu'il doit aller chercher un autre type d'électorat, c'est sa position sur l'avortement. Parce qu'un des grands thèmes quand même de l'agenda qui sera dans cette campagne, c'est le droit à l'avortement. Et autant ses concurrents dans la primaire républicaine ont des positions très dures, en particulier DeSantis qui a fait voter une loi en Floride interdisant l'avortement après 6 semaines, etc. Et la petite musique dans le Parti républicain, c'est il faut une loi nationale pour l'interdire après 15 semaines, il faut aller plus loin, etc. Et Trump a dit non. On a la Cour suprême qui a décidé en juin 2022 grâce à moi. C'est moi qui ai nommé 3 juges qui ont fait basculer. Bon, c'est grâce à lui, c'est vrai, mais c'est un très long processus de 40 ans, cette décision de la Cour suprême de juin 2022, l'arrêt Dobbs, qui n'ont pas interdit l'avortement sur le territoire des États-Unis, mais laisse à chaque État fédéré la liberté de le faire. Donc déconstitutionnalise ce droit. Il lui dit non, c'est bon. C'est pas la peine d'aller plus loin. Laissons les États décider, laissons les électeurs et les électrices décider. Et moi, je ne suis pas favorable à une interdiction sur le territoire national. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il sait très bien que une partie de l'électorat modéré chez les républicains, etc., a
à voter dans les élections partielles ou aux élections de mi-mandat de novembre 2022, les élections législatives, ça a fait perdre les candidats les plus extrêmes sur cette question-là. Et donc, bon, je prends cet exemple parce qu'il me semble assez parlant, mais donc il y a vraiment deux moments. Là, on est dans le moment de la ferveur, du culte de la personnalité, du Trumpisme le plus exacerbé. À partir de l'été, va commencer une toute autre campagne contre Joe Biden et ça va sans doute un petit peu changer, même si évidemment le Trump que l'on connaît restera le même globalement. Et ces électeurs de quelques États, parce qu'on parle, en fait, il y a 6 États, en gros, qui vont décider l'élection. Et dans ces 6 États où ça se jouera à 3 fois rien, ça se jouera dans les banlieues résidentielles, à Atlanta, à Phoenix, à Milwaukee, etc. Et donc, ces gens un petit peu diplômés, notamment des femmes, des banlieues tentaculaires, ont tendance, non pas spécialement à voter pour, notamment les indépendants, les indécis, mais à voter, alors soit contre, soit pour le moindre mal, c'est-à-dire lequel je déteste le moins, lequel est le moins dangereux pour le pays. Et après vient rentrer dans cette considération lequel est le moins mauvais pour moi, économiquement, fiscalement. Donc parfois on n'est pas convaincu par les républicains, on est encore moins convaincu par Trump, mais on se dit... quand même pas, surtout pas voter démocrate. Si on vote démocrate, on risque de voter pour plus d'impôts, ça c'est pas certain, mais si on vote républicain, on peut voter pour moins d'impôts. Et ça peut être bon pour ma feuille d'impôt, ma famille, mon business. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de minorités. On dit, mais les minorités, elles appartiennent au Parti démocrate. Les latinos, ils doivent voter démocrate puisqu'ils sont latinos. Et en fait, on se rend compte qu'ils votent républicain parce que souvent... ils sont auto-entrepreneurs ou ils ont une petite société, etc. Et économiquement, à tort ou à raison, ils pensent que voter pour les républicains, c'est mieux pour leur business et leur feuille d'impôt. Et donc c'est pour ça que par exemple au Texas ou dans un certain nombre d'endroits comme ça, les républicains progressent auprès des hispaniques parce que finalement on se dit oui, bon, c'est peut-être pas forcément bon pour le pays, mais pour moi... Et donc le calcul, il se fait un petit peu aussi comme ça. Et donc ça peut se jouer à pas grand-chose à cause de ces calculs. Parce qu'on rappelle que l'élection se joue État par État, c'est le collège électoral, c'est pas le vote populaire national qui détermine le candidat. Parce que là, on a par exemple des sondages nationaux qui disent plutôt Trump, plutôt Biden, égalité, etc. C'est un indicateur, mais il faut le prendre avec beaucoup de prudence parce que c'est vraiment dans chaque État que ça va se jouer. Dans chaque État, celui qui l'emporte, emporte tous les délégués de l'État. C'est la règle du winner takes all. Et donc, la dernière fois et la fois d'avant, ça s'est joué à 3, 4, 5 États, bien que dans le cas d'Hillary Clinton, comme dans le cas de Joe Biden, ils ont plus de votes au niveau national, mais Clinton a perdu des États clés qui d'habitude, les fois précédentes, avaient voté démocrate. Donc c'est le Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Sud, Arizona, etc. Enfin, ça va se jouer peut-être à quelques dizaines de milliers ou quelques milliers de voix près qui peuvent faire basculer ces États. Et on se souvient de ce coup de fil de Trump à la personne qui supervisait les élections, c'était en Géorgie. Trouvez-moi 11 000 votes. Trouvez-moi 11 000 votes, ça lui vaut un procès aujourd'hui pour contournement du processus démocratique. Si Donald Trump est exclu des scrutins, c'est une catastrophe pour Joe Biden, non? Et vice-versa? L'un en fait va avec l'autre, d'une certaine manière? La Cour suprême. Alors moi, il y a beaucoup de boulot que j'aimerais pas faire, mais alors juge à la Cour suprême en ce moment, j'aimerais vraiment pas, parce qu'ils doivent répondre à une question qui est une question excessivement qui a des projections épineuse. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent répondre à une question qui est une question de droit, mais qui est mélangée à une question politique. Est-ce qu'on interfère dans une élection pour en fait condamner quelqu'un qui a interféré dans une élection, donc c'est un petit peu compliqué mise en abîme et totalement et puis sécuritaire, parce que on peut aussi se demander comment un juge peut se poser la question de rendre un jugement, invalider la candidature de Trump en ayant à l'esprit les risques sécuritaires que ça pourrait impliquer. Donc est-ce qu'un juge va rendre seulement une décision froidement judiciaire, ou se dire est-ce que je ne suis pas en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui peut déclencher des événements gravissimes. Et donc ça c'est vraiment la question qu'ils vont se poser. Il est probable
qu'il trouve une espèce de pirouette pour dire on ne peut pas se prononcer, ou alors on laisse aux États, ou ça ne concerne pas le président, et donc que finalement Trump ne soit pas bloqué dans le processus, qu'il se présente et la Cour suprême s'en lave les mains. C'est le scénario le plus probable, même si normalement, c'est des juges conservateurs qui sont majoritaires, et normalement les juges conservateurs jugent en fonction du texte de la loi, indépendamment du contexte, etc. Et donc s'ils suivent ce raisonnement-là, ils devraient exclure Trump. Ceux qui ont mis cette thématique sur le devant de la scène, ce sont des juristes conservateurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça ne vient pas de la gauche, des démocrates, des anti-Trump, qui sont pour Biden. C'est pas des gens qui adorent Biden qui ont mis ça sur la table. Ça vient plutôt du camp Trump, ou en tout cas du camp républicain, pas forcément trumpiste. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que normalement ils devraient l'exclure avec toutes les conséquences que ça a. Et donc il est probable qu'ils ne prennent pas ce risque. Alors même que on pourrait imaginer que oui, s'ils sont... C'est possible. C'est-à-dire que c'est dans le... C'est ce que vous dites. C'est dans le domaine du possible. Juridiquement, il pourrait si on très bien... Si on s'en tient au texte, bon... si on s'en tient au texte... Je ne suis pas juge, je n'ai pas les dossiers sous les mains. En fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs États qui se sont prononcés. Sous les yeux, pardon. Qui se sont prononcés pour l'exclusion, contre l'exclusion. Dans le Colorado, où c'est que des juges démocrates, il n'y a pas de consensus. Il y a des juges démocrates qui ont dit il faut qu'il soit exclu, il y en a 4, et un 3 qui dit il ne peut pas être exclu. Donc même au sein des juges démocrates, il n'y a pas de consensus. Et comme ça n'a jamais été un sujet devant la Cour suprême, il n'y a pas de jurisprudence. Donc ils n'ont pas de modèle. C'est inédit. Ouais. Et c'est encore un... Tout est inédit, ouais. Exclu au nom du 14e amendement de la Constitution. Vous vouliez le rappeler ? Non ? Non. Mais c'est bien de le rappeler. Qui dit que on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle si on a fomenté une insurrection. Et ça, c'est une règle qui a été établie après la guerre de sécession, ce que les Américains appellent la guerre civile. Donc, pour un contexte particulier, est-ce que ça s'applique à ce contexte aujourd'hui ? La Cour suprême va trancher, puisque plusieurs États ont pris ces décisions-là, mais c'est des décisions contradictoires. Comme c'est un scénario qui est tout à fait inédit, je pense que tout est possible, en fait. Et on pourrait même, avec un esprit retors, se dire que la Cour suprême, certes à majorité, mais précisément parce qu'elle a majorité conservatrice, pourrait considérer que pour le Parti républicain, c'est mieux que ce soit pas Trump. Pour quelle raison ? Parce que il a perdu la dernière présidentielle, parce que ses candidats ont tous perdu l'élection de mi-mandat de novembre 2022, et peut-être qu'une Nikki Haley serait plus dangereuse. On peut envisager ça. Maintenant, je pense qu'ils vont évidemment se baser sur le droit, etc. Mais enfin, ils ont une interprétation très très particulière du droit aussi. La justification de la déconstitutionnalisation de l'avortement, c'est parce que à l'époque de la Constitution, l'avortement n'était pas dans le texte. Mais enfin, à l'époque, les femmes n'étaient pas des sujets de droit non plus, et les Noirs non plus, etc. Puis ça ne les a pas dérangés d'anticiper ou non les conséquences sur la vie des femmes, ce genre de décision. Mais enfin bon, tout ça, je m'éloigne, mais en tout cas, je pense que tout est possible. Très, très franchement, dans cette décision de la Cour suprême, tout est possible. En 2000, ils avaient pris une décision éminemment politique, parce qu'en 2000, l'élection était extrêmement serrée, et donc en fait ça se jouait en Floride, et il y a eu donc une décision, enfin il y a eu un appel des démocrates devant la Cour suprême pour trancher. Est-ce que ce sont les démocrates ou les républicains qui ont gagné ? Est-ce que certains bulletins sont valides ou invalides ? On a recompté. Et la Cour suprême s'est prononcée en faveur de George W. Bush à l'époque, et avait donc donné l'élection présidentielle à George W. Bush. Donc elle avait pris la décision la plus politique qui soit, mais ça c'était en 2000. La Cour suprême aujourd'hui est plus républicaine, plus prudente, parce que c'est plus le même Chief Justice qui est aux commandes, et c'est vrai qu'elle a été énormément critiquée pour cette prise de position en 2000, et donc il est aussi envisageable qu'elle ne veuille pas se mêler de politique comme elle l'a déjà fait. Donc on pourrait très bien dire, vous l'avez déjà fait, pourquoi vous ne le referiez pas ? Justement parce qu'on l'a déjà fait et que ce n'était pas forcément une très bonne idée. Il y a qui autour de Donald Trump ? C'est une équipe qui est renouvelée, c'est la même ?
Alors, elle est en partie renouvelée et en partie quand même des poids lourds de l'époque 2015-2016, en particulier Stephen Miller, qui est un peu son Éminence grise. Son éminence Son grise, Sherpa, profondément raciste, profondément réactionnaire sur tous les sujets de société en particulier. D'immigration, c'est vraiment lui qui... Là, c'est la tête pensante anti-immigré, anti-diversité. Enfin, vraiment, c'est une éminence profondément raciste. Ensuite, je pense que et tous les indicateurs le montrent et la presse américaine s'en fait l'écho chaque jour, c'est une équipe qui est beaucoup mieux préparée qu'en 2016, où personne ne s'attendait à sa victoire, même pas lui. Il faut quand même le rappeler, et c'est des gens qui sont arrivés un peu comme les pieds nickelés à Washington, et d'ailleurs il y a eu plein de postes qui ont mis énormément de temps à être remplacés parce qu'ils n'avaient pas le personnel et les collaborateurs compétents. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils connaissent le fonctionnement institutionnel, et donc ça en fait, disent les démocrates, un candidat, une équipe beaucoup plus dangereux qu'à l'époque, parce que avec le projet de société qu'il a, qui est de continuer à contourner les processus démocratiques, à donner plus de pouvoir au pouvoir exécutif, etc., etc. Et quand il fait des blagues sur je serai dictateur pendant un jour, en fait, c'est pas, il faut le prendre au sérieux, Trump. C'est jamais tout à fait une blague. C'est jamais tout à fait une blague. Et en même temps, je vois mal comment même tout ce personnel politique bien mieux formé, bien plus loyal, et ça c'était le grand problème de Trump, c'est qu'il y a des gens qui disaient de faire quelque chose et ils ne le faisaient pas. Donc là on va avoir des gens qui sont vraiment très loyaux, très dogmatiques, très vraiment dans le moule. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire à cause de la séparation des pouvoirs, à cause du fédéralisme, et donc il y a un certain nombre de contraintes qui existaient déjà en 2016, enfin entre 2016 et 2020, qui sont toujours là. Il est aussi question de... il n'y a pas que le président dans la vie, il y a aussi le Sénat et la Chambre. Et donc le Sénat, c'est les nominations des ministres, des ambassadeurs, des juges. Donc il suffit que le Sénat reste démocrate, c'est assez improbable. Et il va se faire... il va être contrecarré dans ses plans. Si la Chambre, et ça c'est plus probable, repasse démocrate, là c'est toutes les questions budgétaires qui lui échappent. Et Obama le sait bien, lui il a eu une Chambre républicaine ultra revendicative contre lui, et donc on dit il a rien fait. Il a rien fait parce qu'il a rien pu faire. Donc le président n'est pas un empereur qui fait ce qu'il veut. Donc il est aussi très contraint par les institutions. Et donc un Trump, même avec tout un personnel politique très docile, tout ce qu'on veut, s'il a une chambre démocrate, il ne pourra pas construire son mur, par exemple, parce que la chambre démocrate lui dira non, il n'y a pas d'argent. Il faut rappeler que le 5 novembre, les 5 novembre et même avant, puisque l'élection anticipée commence plusieurs semaines avant dans certains États, en fonction des États, etc. Donc, en disant le mardi 5 novembre, les Américains sont appelés à voter pour le président, mais aussi pour le renouvellement d'un tiers du Sénat. Et l'intégralité de la Chambre des représentants qui est renouvelée tous les 2 ans. Donc, c'est comme notre Assemblée nationale. Imaginez qu'elle soit renouvelée tous les 2 ans. Plus des élections locales, certains postes de gouverneurs, des congrès locaux, il y a des référendums, etc., etc. Il y a énormément de questions qui leur sont posées. Donc, il y a en même temps des élections législatives. Et effectivement, la couleur politique du Congrès aura une influence déterminante sur l'action du président, bien entendu. Nassoum, dans le chat, pose une question. Il demande si les Républicains savent que Trump a plus de chances de gagner la primaire tout en ayant le plus de chances de perdre l'élection au final, pourquoi ils n'ont pas intérêt à plomber sa campagne? Question à 1 milliard, ça. Ouais, bonne question. Parce qu'une primaire... une agglomération de primaires, il y a aussi beaucoup, pas forcément de raisonnement, mais aussi beaucoup d'affectifs. Et le vote Trump est un vote assez viscéral qui n'est pas forcément un vote de froide raison. Alors que, par exemple, le vote Nikki Haley n'est pas forcément un vote d'enthousiasme débordant, mais plus le vote d'une certaine raison. Comme il y a quelques années maintenant, quand il s'était présenté la première fois, il y avait un des derniers opposants, c'était John Kasich. Et John Kasich semblait un petit peu l'adulte dans la pièce, comme on disait. Mais le problème, c'est que on s'enflammait pas forcément pour lui. Donc les gens un peu plus diplômés, un peu plus avaient tendance
tendance à plutôt dire, lui, il serait quand même un peu plus présentable à l'international, il serait peut-être un petit peu moins imprévisible, mais le gros des troupes votait viscéralement pour Trump, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout en pensant qu'il ne serait pas élu. Maintenant, ça a changé. Nikki Haley a des chances, pourrait s'imposer comme ça. C'est un peu la figure honorable dans ce jeu-là. En comparaison, parce que c'est quand même un programme d'ultra-droite. Ultra-droite, c'est la droite conservatrice, républicaine. Pas d'accord, Marie-Cécile. Dans un parti républicain qui s'est extrême droitisé quand même depuis 20 ans. Oui, mais après, il faut voir toujours la différence entre la campagne et l'exercice du pouvoir. Certes. Et en tant que gouverneur de Caroline du Sud, elle n'avait pas vraiment été d'ultra-droite. C'est elle qui avait, à la suite de la tuerie de Charleston en 2015, c'est elle qui avait fait enlever le drapeau confédéré. Donc elle va quand même un petit peu plus vers une forme de consensus, et en même temps, elle a une stature internationale à travers le temps qu'elle a passé à l'ONU. Donc elle a un peu plus une conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qui est utile, de ce qui est absolument contre-productif. Donc de ce point de vue-là, elle est mieux armée pour, tout en étant républicaine et donc pas forcément le parti préféré des partenaires européens, pour être plus acceptable et pour être plus fréquentable. Joe Biden essaie de capitaliser, si je puis dire, sur les outrances de Donald Trump. Il accuse par exemple de rhétorique nazie. La peur de Trump, ça peut encore fonctionner comme ça a fonctionné en 2020 ? On verra, ça suffira pas. Ça suffira pas, mais ça n'avait pas non plus suffi en 2020, mais ça suffira pas. Ceci dit, quand Trump dit les étrangers empoisonnent le sang de la nation américaine, c'est une rhétorique... au moins commune, pas forcément inspirée, mais au moins commune. La vermine, c'est pareil. La vermine, mes opposants, c'est de la vermine, sous-entendu qu'il faut exterminer. On entendait ça dans les extrêmes droites européennes, on entendait ça chez Lénine aussi. Lénine parlait comme ça des non-bolcheviks. Je me suis rappelé de mes cours de master. Alors, est-ce que Trump est léniniste alors ? Et c'est intéressant. En tout cas, une certaine fascination pour les dictateurs, on va dire. Ça ne suffira pas pour l'emporter. Il faut aussi porter un projet de société. Et là où Biden a un énorme travail à faire de communication, de plaidoyer, c'est pour vendre tous les gros succès économiques qui sont les siens. Certes, l'économie ne dépend pas que de l'action du président, mais enfin quand même, il y a un certain nombre de très bons indicateurs économiques qui sont à mettre à son crédit. Donc ça ne suffira pas, mais effectivement, il va falloir convaincre. Il va falloir convaincre. Alors, récemment, la presse s'est fait l'écho d'un déjeuner qu'il y a eu avec Barack Obama, qui continue de conseiller Biden, en lui disant il faut que tu que tu sortes un certain nombre de gens de ton staff actuel pour les mettre dans un staff de campagne spécifiquement dédié à cette élection. Et ça commence à être le cas, puisque John Kerry quitte ses fonctions pour devenir une des têtes grises, une éminence grise de la campagne de Biden. Est-ce que, ma question est peut-être, non, elle n'est pas bête, mais peut-être un peu large, est-ce que d'une certaine manière, les Américains ne vont pas être privés de débats politiques ? Ils le sont un petit peu, puisque de toute façon... Qu'est-ce qui reste comme marge là, en fait, ça fait des années qu'on ne vote pas pour, il n'y a plus beaucoup de surface pour discuter, en réalité. On diabolise l'adversaire, on hystérise les enjeux, et donc on n'est plus du tout dans quelque chose de délibératif, où on présente un projet sur différents sujets, qu'on oppose au projet du candidat d'en face, et on ne parle plus projet contre projet. On dénonce l'embrasement, l'effondrement si l'autre passe, et donc on se pose seulement en sauveur du monde d'une certaine manière, mais en fait en moindre mal. Donc c'est un appauvrissement du débat politique programmatique tel qu'il devrait être depuis un certain temps. Et ça, c'est avant Trump. Oui, ça sera moins vrai pour les élections locales, je pense. Pour les élections locales et législatives, il y aura vraiment... Quel est votre projet pour l'État, pour le district, pour la ville ? Ça sera un peu plus dans cette dimension-là, notamment parce que les gens vont aussi voter sur des référendums locaux, sur tout un tas de questions très quotidiennes. Donc, il y a effectivement la manière dont le débat, la confrontation Biden-Trump est cadrée par la presse, mais il y a aussi tous les
toute la campagne qui se déroule sur le terrain, dans le porte-à-porte, les meetings locaux, etc. Où là, on entre un peu plus dans le fond, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il leur reste comme surface pour discuter raisonnablement ? Discuter raisonnablement. Qui discute raisonnablement ? On parle de politique américaine. Biden et Trump. Non, mais qu'est-ce qu'il leur reste comme chose à s'opposer on va dire raisonnablement, mais dans un jeu normal quoi. En fait, le problème, c'est qu'on est dans deux configurations totalement même différentes. Même s'il est évidemment violent, et même s'il est américain. On est dans deux configurations totalement différentes. On aurait Nikki Haley, par exemple, puisqu'on en parlait à l'instant, la confrontation avec Biden ou avec n'importe quel autre démocrate serait sur un terrain qui serait radicalement différent, qui serait plus rationnel, programmatique, plus sage, peut-être un petit peu moins flamboyant, peut-être un petit peu moins médiatique, et peut-être un petit peu plus barbant. Mais il y a eu aussi un moment où on se demandait, et c'était un petit peu l'argument de vente de Biden, est-ce qu'on n'a pas envie de s'ennuyer un petit peu après 4 ans de présidence Trump ? Est-ce qu'une présidence Biden un petit peu... c'est pas ce à quoi tout le monde aspirait. Et donc, suivant qui est le candidat républicain, le ton va changer complètement. Et avec Trump, Trump fait du Trump. Mais c'est pas pour ça qu'il a complètement changé la politique américaine pour toujours. Quand il n'y aura plus Trump, qu'il y aura d'autres candidats, le ton devra nécessairement changer parce que ceux qui essayent de faire du Trump sans être Trump, ça ne marche pas. Ron DeSantis en est le bon exemple aujourd'hui. Absolument. Chers amis, il est 19h45, passé de 57 secondes. Le mot de la fin, peut-être ? Parce que je vois que ma dernière invitée est arrivée, que j'ai promis de vous libérer à 45 et qu'il est 46. Pardon, Loïc. Eh ben, on n'a pas fini de suivre la politique américaine parce que c'est toujours un feuilleton. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble, effectivement. Qui a besoin de fiction quand on a la réalité ? Oui, ça c'est vrai. Marie-Cécile ? Non, mais on n'est pas à l'abri de rebondissements, de surprises. C'est le début, là. Et donc, rien n'est fait encore jusqu'au 5 novembre, je crois. Merci à tous les deux. 19h46, passé de 28 secondes. Marie-Cécile, Loïc, je vous laisse entre les mains de notre cher Mathis. Merci pour vos lumières. Et à très bientôt, puisque je pense que l'élection présidentielle va nous réserver quelques futurs streams bien remplis. Si vous nous faites à nouveau l'amitié de vous transporter au 3e étage de la Maison de la Radio, un mercredi ou un jeudi. Et salut et rentrez bien. Merci infiniment. Bonsoir Marine Calmet. Bon, installez-vous, je vais vous présenter à notre petite communauté dans un petit instant. On quitte les États-Unis pour tirer un bord un peu plus au sud, en Guyane française, où plusieurs associations ont lancé une action en justice contre l'État français pour dénoncer son incapacité à mettre fin à l'orpaillage illégal en Amazonie guyanaise. Bonsoir Marine Calmet. Bonsoir. Je pense que Cyril va adorer que vous mettiez plutôt au milieu du canapé. Si ça vous va plutôt. Là, ici, ouais. Bien sûr. Comme ça on est face à face. Pour les caméras c'est plus facile. Marine Calmet, bienvenue, vous avez de l'eau, servez-vous. Merci. Vous êtes juriste, vous avez fondé l'ONG Wild Legal. Qu'est-ce que c'est que cette ONG ? Qu'est-ce que vous défendez ? Alors l'ONG Wild Legal, elle a pour spécificité de demander et de travailler activement à la reconnaissance des droits de la nature. C'est une niche dans le droit. C'est une niche aujourd'hui. Ça n'existe pas le droit de la nature ? Ça existe. Ailleurs dans le monde, il y a énormément d'autres pays, l'Équateur, la Nouvelle-Zélande, énormément d'États aussi sont en train de passer à ces questions-là aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'Espagne, l'Irlande se posent la question de le faire. En fait, il s'agit de reconnaître que la nature n'est pas un ensemble de ressources, de biens, de richesses à destination des êtres humains, mais qu'en fait, la nature a des droits fondamentaux. Comme les humains ont des droits fondamentaux, qu'elle a le droit d'exister, de prospérer, le droit à la santé, à l'intégrité. Et ça, c'est notre spécificité, c'est que on travaille, on est des juristes, on travaille activement à faire reconnaître ces droits fondamentaux de la nature en France pour faire face en fait à la crise écologique. Là, il y a un sujet donc en ce moment, c'est l'orpaillage illégal en Guyane française. Vous pouvez peut-être en parler. C'est quoi l'orpaillage déjà et c'est quoi l'orpaillage illégal ensuite et en Guyane, comment ça se passe peut-être ? Alors, l'orpaillage, c'est comme ça qu'en fait on appelle les mines, les activités minières qui sont liées à l'or. Et en Guyane française, il y a de l'or. J'apprends, c'est pas un scoop. Il y a de l'or et malheureusement, ça attire les convoitises de beaucoup de gens. C'est malheureusement un peu le calvaire de ce territoire, c'est qu'on y est venu pour l'Eldorado et aujourd'hui, ce pillage il continue. Et il y a notamment des entreprises minières légales,
mais il y a aussi des milliers d'orpailleurs clandestins qui sont dans la forêt. Qui sont des personnes individuelles, c'est ça? Qui sont des personnes, mais qui sont aussi constituées en réseau, extrêmement bien organisés, qui viennent notamment du Brésil. Et je parle d'entre 10 000 et 12 000 orpailleurs clandestins. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente sur un territoire qui fait la taille d'un département français, enfin qui a une... Alors c'est un grand département, mais ce 8 n'est millions pas... d'hectares Oui. environ de forêt, noyautés par l'orpaillage clandestin. Et ce sont des gens armés. Donc c'est une question de sécurité civile. Il y a des gens armés sur le territoire français qui pillent ce territoire à la recherche de l'or. Et c'est un problème grave en termes de pollution parce que ça contamine les fleuves et les sols avec le mercure, puisque le mercure, en fait, il est utilisé pour ce qu'on appelle l'amalgamation de l'or. On sort l'or du sol, on le passe dans une solution au mercure, et malheureusement, le mercure finit dans l'eau et contamine comme ça toute la chaîne alimentaire. Et c'est comme ça, et c'est qu'on retrouve ensuite des taux de mercure complètement délirants dans le sang et dans les cheveux des personnes qui vivent sur le Haut-Maroni notamment, qui est une des zones les plus contaminées. Et c'était l'objet de notre plainte, c'est représenter ces victimes sur le Haut-Maroni qui subissent cette pollution. Je pose une question qui peut paraître un peu naïve. La Guyane française est un département de France. Oui. Pourquoi l'État ne fait rien? Alors l'État ne fait pas rien, mais l'État ne fait pas hacher. On sait depuis les années 90 que cette vague existe. On a déjà des premières études, des premiers prélèvements qui montraient dans les années 80, en 94 des taux complètement affolants. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont préconisées par l'OMS, des normes de sécurité sanitaire. Et là, on parle de personnes qui naissent, parce que certains enfants sont exposés ultra-hétéro, et qui arrivent au monde avec des taux complètement délirants. Et ça provoque des retards d'apprentissage, mais aussi des troubles cognitifs graves, parce que c'est un poison, tout simplement. Et donc, l'État sait depuis très longtemps. Les moyens qui ont été engagés ont été ridicules au regard de l'ampleur du phénomène. Tout d'abord, ça a pris énormément de temps à devenir une vraie politique militaire qui a été mise en place. Mais en fait, cette politique militaire, elle est pas suffisante. D'une part, elle n'a pas les moyens de faire le travail correctement. Il n'y a pas assez de moyens logistiques. Les militaires demandent des hélicoptères, demandent d'être plus nombreux, demandent des moyens financiers. Et ça tarde. Même si Elisabeth Borne, feu notre ex-première ministre, était là pour annoncer de nouveaux moyens, ça reste ridicule par rapport aux besoins sur place. Et puis, il y a d'autres piliers qui doivent être mis en avant. Le pilier économique, permettre à ces personnes, en fait, d'avoir d'autres biais que l'orpaillage est illégal. Contre l'orpaillage. Il y a aussi la question de la santé, mettre en place un plan de protection de ces populations, un plan d'autonomie alimentaire pour leur permettre de manger, puisqu'il n'y a plus rien. En fait, il faut vous imaginer, vous êtes dans la forêt, il n'y a pas de supermarché à moins de une journée de pirogue, et tout ce que vous pouvez manger, c'est-à-dire notamment le poisson, est contaminé par le mercure. Donc ils sont laissés seuls par la France face à cette contamination. Ils n'ont pas de moyens de subsistance qui soient sains. Et en fait, ça fait notamment partie des arguments que nous avons opposés dans notre cours. La France, là, aurait dû mettre en place un programme d'action d'urgence sanitaire, écologique et de sécurité pour faire face à ce fléau. Elle ne l'a pas fait. C'est le premier recours déposé en France pour faire reconnaître les droits d'un fleuve, c'est le Maroni, c'est ça? Oui. Et donc de ses affluents. Vous vous êtes appuyé sur des jurisprudences qui émergent un peu à travers le monde entier. On n'avait rien du tout en France. Non, pas on n'a sur rien, ce rien en droit européen, par exemple. Alors, en droit européen, il y a eu des avancées. En Espagne, l'Espagne est le premier pays européen à avoir reconnu officiellement les droits de la nature dans une loi qui concerne une lagune dans le sud-est de l'Espagne. Et en France, ça bouge aussi, mais dans les Outre-mer. Dans les îles Loyauté, c'est une province de Nouvelle-Calédonie, les droits des tortues et des requins ont été reconnus par le Code de l'environnement des îles Loyauté. Ça appartient au territoire français. Bon, c'est très loin, donc on en entend rarement parler. Mais c'est essentiel de voir qu'en fait, cette question, elle progresse partout. Nous, on a voulu utiliser le droit français tel qu'il est aujourd'hui, mais pousser le juge à aller plus loin. On lui demande en fait de étendre la protection du droit à un environnement sain à l'ensemble des êtres vivants, à chaque membre de notre communauté, à chaque membre de notre territoire, humain ou non humain. Et c'est pour ça que ce procès, il est historique, il est inédit en cela, parce qu'on utilise du droit, mais on essaie de pousser le juge dans ses retranchements en lui disant ce droit à la santé, il est universel. Et universel, pas uniquement pour les êtres humains,
universelle pour tous les êtres vivants. Et alors vous dites le juge, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, ou alors vous l'avez peut-être déjà dit, mais vous portez ce recours devant quelle juridiction ? Le tribunal administratif de Cayenne, ça peut ensuite évidemment aller devant d'autres juridictions par d'autres biais, parce que il y a une vraie question de constitutionnalité aussi dans le travail qu'on fait, c'est-à-dire que là, ce sont des droits constitutionnels aussi des êtres humains qui sont en danger, et des non-humains en l'occurrence. L'État doit fournir un argumentaire en réponse dans un délai raisonnable, ça nous mène à quand ? En général, au tribunal administratif, ça prend environ 1 année. Peut-être un petit peu plus vu la complexité du dossier. Il y a des échanges effectivement qui peuvent avoir lieu. Nous, on va verser un mémoire complémentaire, c'est-à-dire qu'on a encore besoin de pièces. On va demander une expertise parce qu'en fait, le préjudice subi par la forêt, le préjudice subi par les fleuves est tellement massif que nous, avec nos moyens, on est des juristes, avec les moyens qu'on a sur le terrain, il nous faut aussi une expertise des biologistes, des hydrologues, des géologues pour établir avec vraiment précision le préjudice subi par la forêt, parce qu'on demande à l'État de réparer ce préjudice, parce que sa carence, son manque d'action, son délai à agir, eh bien, il a causé un préjudice grave et sur le long terme. 19h55, passé de 30 secondes. Le mot de la fin, Marine Calmet. Le mot de la fin, c'est que je pense que ce procès, en fait, il peut aussi ouvrir une autre histoire du droit. J'espère que ça donnera envie aussi à d'autres territoires de faire la même chose, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'avec l'effondrement de la biodiversité, avec le dérèglement climatique, sans protection des droits de la nature, il n'y a pas de protection des droits humains demain. Et il faut comprendre ce lien entre nous et le milieu dans lequel nous vivons. Et donc, le but est aussi d'ouvrir un tout nouveau pan de réflexion juridique, mais aussi politique, parce qu'à terme, j'espère que les droits de la nature seront reconnus dans notre droit français. Que je souhaite avec vous, Marine Merci. Calmet. Merci de nous avoir fait l'amitié de nous avoir rejoints en fin de stream. Il est 19h56, passé de 16 secondes. C'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui veulent le réécouter, le stream, le revoir, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page de replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est france-tv-info.fr ou franceinfo.fr, c'est la même chose. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat. Jules va le mettre dans 1 seconde, je crois. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. C'est aussi le moment des merci. Merci à Mathis à la programmation du stream. Merci à Stéphanie au visuel, au 4e étage. Merci à Cyril qui est à ma droite à la réal. Merci Jérémy à la modération qui vous a répondu dans le chat. Merci à vous, bien sûr, dans le chat. Merci pour votre bienveillance toujours. Merci pour vos très nombreuses questions ce soir. C'est un plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain de midi à 14h pour 2 bonnes heures ensemble donc. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut et à mercredi.